Ok, donc ce qu'on vous propose, c'est de commencer et puis tout le monde va arriver au fur et à mesure. Ça va leur donner envie d'arriver. Merci à toutes et tous d'être avec nous. C'est la deuxième soirée qu'on vous propose, qui est organisée donc, par la communauté de pratique autour du patient enseignant dans les études de santé à Rennes. Donc, merci à tous enfin, à toutes et à tous de votre présence. Je m'appelle Nolwenn Tournière, je suis patiente partenaire et là, du coup, patiente enseignante et je suis membre active de la communauté de pratique donc, sur Rennes. On est ensemble entre 18h30 et 20h30. On va avoir 3 interventions de 20 minutes chacune, suivies de 10 minutes de questions-réponses. Et puis, un dernier temps, vraiment une foire aux questions, où on pourra revenir sur chacune des interventions et où vous pourrez intervenir. Je vais laisser la parole à Manu. Oui, bonsoir à tous également. Merci Nolwenn de cette transmission de parole. Donc, je m'appelle Emmanuel Allory, je suis médecin généraliste et enseignant au département de médecine générale et je suis membre de la communauté de pratique du partenariat sur Rennes. Moi, je vais vous présenter un petit peu quelques règles de fonctionnement. Tout d'abord, des règles un petit peu éthiques pour qu'on soit tous à l'aise les uns les autres lors des prises de parole ou lors des prises d'écriture dans le chat. Donc, on est dans la bienveillance, voilà, dans ce qu'on reçoit et dans ce qu'on donne, et dans le respect mutuel des interventions qu'on peut avoir à faire ou avoir à observer. Donc ça, c'est un petit peu des règles éthiques. Ensuite, c'est des règles un petit peu de présentation. L'idée, c'est que, donc, comme l'a dit Nolwenn, il y a 20 minutes de présentation à chaque fois, avec à la fin des 20 minutes, 10 minutes de questions qui seront plutôt des questions via le chat, où c'est nous, en fait, qui allons formuler les questions au présentateur. Donc, n'hésitez pas, au cours de la présentation ou à la fin de la présentation, à écrire vos questions, vos remarques dans le chat. Il y a 2 personnes qui sont responsables là, dans l'équipe de gérer un petit peu toutes vos remarques, questions dans le chat. C'est Maud Leridan et Alexandre Berkes. Voilà. Ensuite, à la fin, comme l'a dit Maud, je répète un tout petit peu, mais là, on vous donnera la parole pour que vous formuliez oralement les questions. Les derniers points des règles de fonctionnement sont plus liés un petit peu au logiciel. Donc, on vous demande autant que faire se peut de couper vos micros pour éviter les bruits un petit peu parasites derrière. Bien sûr, vous les réallumerez à la fin lorsque éventuellement vous poserez des questions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour vous informer que cette session est enregistrée. Donc, si vous ne souhaitez pas voir votre visage apparaître, n'hésitez pas à couper votre vidéo. Si toutefois vous n'avez aucune gêne par rapport à ça, bon, ben, voilà, vous la laissez allumer. Voilà, c'est la première chose. Ensuite, on vous encourage à changer votre identifiant, donc à mettre votre prénom et votre nom. Là, ça a l'air plutôt super bien fait, donc c'est top. Et puis, juste vous informer pour terminer que à la fin de la session, on vous adressera un questionnaire pour récupérer un peu votre évaluation de cette deuxième session du séminaire. Voilà, je te repasse la parole, Nolwenn. Si tu veux. Est-ce que notre premier binôme avec Madame Le Floch et Madame Marie sont disponibles et prêtes à intervenir? Tout à fait. Tout à fait, oui. Donc, Laurence, qu'est-ce qu'on fait? Je commence? Et oui, je voulais juste voir avec vous la règle. Est-ce que vous voulez que je vous fasse signe au bout de... quand il reste 5 minutes, quelque chose comme ça? Ah bah, si vous voulez, oui. Ouais. Oui, Okay. oui, je ne sais pas si je vais les remplir, mais en effet, si c'est rempli, il faut faire attention de ne pas les dépasser. Il faut que tout le monde ait son temps de parole. Donc, je m'appelle Le Floch Carole, je suis conseillère technique pair à mi-temps dans une école de travail social sur Paris, à l'école Parmentier. Et sur mon autre mi-temps, je suis coordinatrice pair d'une instance de participation des personnes accompagnées, accueillies ou l'ayant été sur la région Île-de-France. Je suis personne qualifiée au sein du Haut Conseil du travail social, qui est le renouveau de l'ancien Conseil supérieur de travail social, et aussi dans la CSMS, qui est le renouveau de l'ANESM
en tant que personne qualifiée aussi au titre de son savoir expérientiel. Je suis membre du COPI de l'Association de Savoir et membre actif du Conseil national des personnes accueillies et accompagnées, ou l'ayant été. Je pense que là, ça suffit, sinon on n'est pas sorti. Dans mon parcours sortie de la rue, j'ai découvert la participation, ce qu'on appelle la participation institutionnelle, d'abord en interne de ma structure, et puis au niveau départemental, au niveau régional, et puis au niveau national, dans ce Conseil national des personnes accueillies et accompagnées. Et j'ai choisi, même si j'ai un parcours médical très très lourd, j'ai choisi de rester dans le social parce que c'est une nécessité aussi, la santé, c'est un petit peu plus développé au niveau des patients et de la part de la parole de la personne soignée, que dans le travail social, on est encore confronté à des grosses difficultés quant à faire entrer ce savoir expérientiel dans la formation. J'ai entendu votre message de la tolérance je vous remercie parce que quand c'est pas le métier, il faut avoir un petit peu de tolérance avec les intervenants. Quand j'ai atterri au Conseil national des personnes accueillies et accompagnées, en fait, j'ai été élue déléguée et c'est là que j'ai découvert, de par notre fonction de représentant, en fait, la formation en travail social, et j'y suis rentrée. Je suis rentrée déjà à l'université de Reims, et puis ensuite j'en ai fait quand même quelques-unes. Et j'ai découvert aussi, maintenant ça va faire 8 ans, j'ai découvert plusieurs étapes qui sont, au début, c'était vraiment un système de témoignage, en fait, où je ne comprenais absolument pas ce que j'allais foutre là-bas. Sauf que ça me faisait sortir la tête de mes problèmes, en fait, mais je n'avais pas du tout idée de quel impact ou quel effet ça pouvait avoir, quoi. Et puis au fur et à mesure de mes interventions qui se sont pas mal accentuées, j'ai commencé à avoir des compétences, des connaissances, je commençais à avoir un petit peu d'expérience aussi dans la prise des paroles, à dissocier la différence entre le témoignage et quelque chose de plus construit pour entrer dans une formation. Enfin, et j'avais déjà plusieurs types de co-interventions qui sont passés de quelques jours de préparation en amont, et puis autrement, on vous contacte au téléphone, est-ce que tu veux faire un binôme, et puis on se retrouve le jour même à le faire. Aussi une sollicitation avec des infos générales par mail, et puis c'est tout, quoi, et on se retrouve en binôme. Et à la longue, j'avais appris à m'adapter comme ça jusqu'au jour où j'ai rencontré Laurence, en fait, qui était qui au sein du Haut Conseil du travail social. Je ne me rappelle plus si c'était sur le rapport de la participation ou sur la définition du travail social. C'est un rapport participation, c'est ça. En fait, on s'est croisés, et puis cette femme m'a proposé de faire un binôme de co-intervention là où elle était formatrice. Et là, j'ai découvert avec elle la vraie collaboration, en fait, telle qu'elle devrait être pensée et mise en pratique, hein, qui a été en fait, dès le début, elle n'a rien pensé sans moi. On a tout décidé ensemble, et on a co-animé ensemble le cours. Et du coup, ça a été un petit peu malaisant pour moi parce que je n'avais pas l'habitude d'avoir autant de considération, en fait, quant à des compétences ou des connaissances que je pouvais avoir. Non, mais je te fais pas de fleurs, hein, je retransmets juste ce que j'ai écrit. Bah ouais, mais je suis désolée, je peux pas dire autre chose. Et du coup, je te passe un peu la parole et je reprends le fil, parce que là, j'ai un peu perdu le fil, là. Ça te va, Laurence? Donc, en fait, pour moi, comment j'en suis venue à la co-formation, en fait, en 2014, il y a eu les États généraux du travail social, et dans ce cadre-là a été promu, en fait, un changement de posture dans le travail social. On s'oriente aujourd'hui vers une dimension inclusive des personnes, ce qui entraîne une vision plus sociétale qui prend en considération les caractéristiques des individus. Donc, les travailleurs sociaux devront évoluer dans leur rapport aux personnes reçues, ces personnes qui demandent aujourd'hui, qui ont une vraie demande de reconnaissance en tant que citoyens. Voilà. Et on observe cette lame de fond dans différents domaines. Donc, la participation des personnes reçues, c'est le fil conducteur du plan d'action en faveur du travail social et du développement social. Et dès le début, cette acculturation qui était imposée aux travailleurs sociaux m'a paru être une nouvelle orientation à saisir dans la formation initiale en travail social.
au sein de l'axe 1 de ce plan d'action, il est préconisé de faire participer les personnes dans les dispositifs de formation initiale et continue. Pourquoi? Parce que l'expérience d'une situation de vulnérabilité construit des savoirs expérientiels. Donc, formatrice en école de travail social, je me suis immédiatement saisie de cette incantation à la participation. Pour moi, c'était vraiment une aubaine pour redonner du souffle à mon enseignement. Tu veux reprendre la parole ou je continue? Carole, votre l'entends pas, donc micro je est coupé. continue. J'ai donc commencé. Et j'en profite juste, Laurence, si vous pouvez parler un tout petit peu plus fort. Ah, mince. Non, mais c'est bien, mais là, un tout petit peu plus fort. D'accord. Ah, donc, ouais, là, ça va bien ou pas? Ouais. Donc, dans un premier temps, en fait, j'ai procédé à un travail personnel de définition des contours de la participation. Et donc, j'ai voulu distinguer les différents niveaux d'implication possibles de la personne. Pour cela, je me suis inspirée des travaux d'Imiglio et Zetlaoui Léger qui travaillaient sur les niveaux d'implication des habitants dans les projets d'aménagement urbain. Et leurs niveaux d'implication sont transférables à tous les domaines et notamment à la formation. Donc, pour eux, les 3 premiers niveaux qui sont l'information, la consultation et la concertation relèvent de la démocratie représentative. Et donc, en fait, la participation, on l'a dans les niveaux de la participation, la coproduction et la codécision. Donc, j'ai voulu dépasser un peu cet aspect formel et donc, depuis 5 ans, je m'emploie à impliquer des experts du vécu dans des interventions en coformation auprès d'étudiants assistants de services sociaux. Donc, ces personnes qui interviennent avec moi ont des savoirs qui sont d'une autre nature que les savoirs académiques. Ce sont des savoirs populaires, profanes, des savoirs qui sont associés à mes savoirs pour viser une réponse plus efficiente aux enjeux sociaux, économiques et même environnementaux que nous rencontrons actuellement. Et ne passer à côté de cette originalité, de cette singularité aurait été vraiment dommage. Et c'est ainsi que dès le premier semestre de formation des assistants de service social, je conçois une séquence pédagogique avec comme finalité de faire bouger les lignes dès le début de la formation. Et ça va être le fil rouge de mon enseignement en intervention professionnelle en travail social en première année. Donc, dès le début, nous intégrons ces séances de coformation afin d'ancrer les étudiants dans le processus de participation dans leur pratique professionnelle ultérieure. Je commence par un TD avec une personne qui était sans abri. À partir d'un photolangage, dès le début de l'année, nous questionnons avec cette personne les représentations des étudiants sur les personnes reçues en service social. Donc, dès le premier mois de formation, et c'est un point clé de notre démarche, parce que les étudiants débutant de leur formation, il s'agit de leur donner matière à questionner la relation travailleur social, personne accompagnée. Il s'agit de les initier à une autre posture avant toute rencontre avec le terrain. On est là vraiment dans un processus de déconstruction épistémologique. Il s'agit de démystifier la figure de la personne accompagnée, de la considérer comme sujet à part entière, porteur d'un savoir légitime et complémentaire. En outre, pour les étudiants, il s'agit de prendre conscience de leur représentation sur les personnes reçues, de les questionner, d'échanger avec une personne anciennement accompagnée par les services sociaux en dehors d'une relation d'aide, puisque c'est dans ceci qu'ils travailleront plus tard, d'initier les étudiants au travail social, d'appréhender ce métier différemment et d'initier un début de réflexion sur la posture du travailleur social, son positionnement par rapport aux personnes reçues. La coformation avec Carole Le Floch. Est-ce que Carole, tu veux bien commencer et après je présenterai ce que nous faisons concrètement? Oui, tu présenteras plus concrètement l'intérieur du cours si tu veux. Moi, c'est plus sur un autre aspect. Donc là, donc en effet, j'ai découvert autre chose. Avec le titre qu'on a choisi ensemble, la posture à adopter, c'est la porte d'entrée. Parce que Laurence a su, Laurence, et je pense qu'après, je ne sais pas trop de mon côté, je pense que j'étais aussi à un niveau de connaissance, de conscientisation qui fait que ça a fonctionné, mais il y avait
c'est pour vous dire qu'il y avait une personnalité derrière. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, elle ne m'a pas sorti tous ces termes techniques de formatrice. Vous voyez, elle s'adresse à vous parce qu'il faut aussi qu'elle vous informe sur des choses. Mais elle a aussi elle a su me parler simplement, en fait. Ce qui fait que j'ai compris ce qu'elle voulait me raconter, surtout à l'époque où j'étais. Franchement, il ne fallait pas me parler technique parce que je pense que j'aurais décroché ou j'aurais pas répondu, quoi. Donc, il y a vraiment ça et ça a ouvert vraiment plein de choses après. Donc, évidemment, il y a des choses qui vont pas, hein, comme tout. Hein. Si cette relation allait, si cette coformation a fonctionné, si elle m'a même ouvert la possibilité d'être seule avec les étudiants, qui m'a fait quand même me demander à un moment si elle n'avait pas grillé un fusible, et elle m'a répondu, mais j'ai tout à fait confiance en tes capacités, tu vas leur apporter autre chose et je me pose même pas la question de te laisser tout seul avec les étudiants ou pas. Enfin bon. Et du coup, ça m'a aussi permis de me dire, ok, donc il existe autre chose et il faut maintenant l'identifier. Donc, et en parallèle, j'avais découvert et travaillé en collaboration avec le COPIL Associons nos savoirs pour rédiger le plaidoyer Associons nos savoirs, en fait. Et j'ai découvert le terme savoir expérientiel. Et j'ai compris que pour avoir ma place en école de formation, il fallait que je fasse un petit peu autrement. Et j'ai pu aussi avoir du recul aussi sur mes autres interventions, parce que là, je vous parle des années d'intervention avec des méthodes et des relations différentes, qui fait que j'ai quand même pu aussi, parce que j'ai découvert ça, j'ai pu aussi avoir une observation beaucoup plus... par exemple, j'avais fait une liste de ce que j'avais pu voir en travaillant en collaboration avec des formateurs je vais vous la dire parce que j'ai des troubles cognitifs et je n'ai pas une super mémoire, mais du coup, en fait, j'avais listé ça, j'ai mis dans mon ouvrage, en fait, c'est garder ses habitudes pour éviter de se mettre en danger, de vouloir rester dans le confort de l'apprentissage et de la pratique qu'on a toujours enseigné. Il y a aussi la peur de ne pas y arriver. Il y a beaucoup de formateurs qui ont peur de cette relation, en fait, comme si... et ça, c'est choquant parce qu'on se dit on forme des étudiants à rencontrer des personnes en situation d'exclusion et en fait on en a peur, donc je sais pas comment ça peut avancer si on fait comme ça, quoi. Il y avait des scrupules aussi parce que le fait de faire intervenir des personnes qui n'avaient pas de diplôme alors que lui et ses collègues avaient travaillé des années d'études pour avoir un niveau, en fait, il y avait des scrupules à le faire. Et puis, la méconnaissance, je vous disais, de soi et des personnes, de ses capacités et des personnes accompagnées. J'ai aussi rencontré de l'orgueil et le refus de partage de bénéfices du succès, ça, je l'ai vu pas mal. Hein. Et puis, le manque de considération d'une personne qui n'est pas du même univers. Et là, je pense qu'on est vraiment plus sur la personnalité. Mais de tout ça, ce que j'ai voulu retenir, moi, c'est une citation de Bossuet qui disait « Un défaut qui empêche les hommes d'agir, c'est de ne pas sentir de quoi ils sont capables. » Et donc, je retiens plus ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de formateurs qui ont envie et qui ne peuvent pas forcément ou qui n'ont pas assez confiance, en fait, pour le mettre en place. Voilà. Et puis, une fois que j'ai commencé à découvrir mes capacités, qu'elle m'a laissé cette place pour les capacités. Après, d'autres, une fois que j'avais compris ça, j'ai fait moi-même des propositions à d'autres formateurs, en fait. Et du coup, comme maintenant, je savais comment ça pouvait être conçu et ça m'a aussi permis de construire quelque chose. Alors, juste pour finir, j'ai pas pu être rémunérée parce que en fait, chez eux, dans son école de formation, en fait, le dossier à remplir était aussi gros qu'un dossier de surendettement, donc j'ai abandonné. Et puis, dans les autres représentations que j'ai eues, il n'y a qu'une fois, j'ai accepté de me faire payer 110 € et j'ai perdu 340 € d'aide sociale. Donc après, j'ai arrêté et j'ai essayé de trouver une autre solution pour pouvoir faire capitaliser ces heures, puisque c'est de la pratique. C'est pas seulement, on vous apporte pas seulement quelque chose dans ces écoles de formation, il faut que ça puisse nous apporter aussi quelque chose pour après. Et ça, je l'ai appris aussi dans la définition qu'on a mis avec Martial Gégère dans le rapport sur la participation qui disait participer, c'est prendre part aux décisions qui nous concernent, mais il ne faut pas oublier aussi, c'est de pouvoir en avoir une part. Voilà, puis après, moi, je pense que c'est bon. Je serai dans l'interaction avec vous, si vous voulez. Ok. Donc, avec Carole, en fait, toujours en première année, dès la fin du premier semestre, on commence à travailler un TD sur les conditions de la participation. Il faut que tu parles plus fort. Là, ça va? En fait, il faut que j'approche le micro. Ça va là? Oui. D'accord. Donc, sur les conditions de la participation et la pérédance, Carole commence par expliciter la pérédance. Et ensuite, une année, en fait, une étudiante de troisième année a présenté un cas pratique qu'elle rencontrait sur le site Qualifiant
Elle était en stage dans une structure d'accueil de jeunes dans le cadre de la protection de l'enfance. Elle souhaitait initier une intervention collective et pour cela, elle voulait s'appuyer sur un père aidant, un jeune majeur sorti de la structure. Et donc, avec les étudiants de première année, Carole et moi, nous avons émis des propositions pour l'aider à initier ce projet. Voilà. Pour clore la séquence pédagogique avec Carole, après le stage des étudiants, nous organisons une séance de TD où on leur demande, où on travaille avec eux sur les freins qu'ils ont pu constater en stage et les leviers. On essaie de transformer ces freins en leviers pour qu'ils puissent développer la participation dans leur future expérience de stage. Voilà, on avait vraiment voulu ancrer la participation dans la pratique professionnelle autour de ce stage. Et en fait, les étudiants de première année qui sont conscients de l'apport de la participation, excusez-moi, des personnes en immersion en site qualifiant peuvent déjà poser un regard critique et distancié par rapport aux pratiques observées. Et fréquemment, je suis interrogée par les référents de stage sur cette pratique. Alors, par ailleurs, j'ai organisé un parcours danse à Chaillot, mais je vais être très rapide car je crois qu'il nous reste assez peu de temps et je voulais parler de la posture. Pardon ? 4 minutes, Madame-Marie. Il vous reste 4 minutes, donc vous avez quand même le temps. Donc, je ne vais pas parler de Chaillot, j'en parlerai après si j'ai le temps. Donc, la posture. La posture. En fait, donc l'apport des personnes, de ces personnes dans la formation des travailleurs sociaux, elle est indéniable. En tant que formatrice, ces personnes m'ont offert la possibilité d'innover dans mes pratiques, d'être plus créative. Elles nous font sortir de nos modes de pensée, de l'aspect dogmatique de notre enseignement. C'est l'occasion aussi pour nos étudiants de changer de regard sur les personnes, de se déplacer d'une posture d'aide à celle d'une rencontre des autres, pour partager un moment de plaisir dans des positions d'égalité. Et ces personnes, elles nous font sortir de nos modes de pensée. C'est vraiment ce que je souhaiterais mettre en exergue. La présence de ces personnes qui ont vécu des situations complexes et qui connaissent le secteur de l'intervention sociale de l'intérieur aide les étudiants à mieux saisir la dimension humaine de l'accompagnement. Donc, en termes de posture, il a d'abord fallu convaincre l'institution. Quand je me suis lancée dans la conformation il y a 5-6 ans, c'est presque un acte politique que je réalisais. J'ai dû faire preuve de pugnacité. Une formatrice m'a demandé si je ne voulais pas venir avec une boule à facettes pour animer ces séances. Puis, il a fallu vraiment circonscrire la conformation parce que toute la complexité de cette forme d'intervention est d'éviter d'instrumentaliser la personne. Il est impérieux de se garder du simple témoignage parce que la part d'émotion qui est véhiculée par le témoignage peut masquer en fait les savoirs issus de l'expérience des personnes. C'est bien dans un objectif de co-formation que nous avons à nous situer et il faut vraiment le conscientiser. Associé, c'est issu du latin socius, c'est-à-dire dans le sens uni par un lien d'alliance. Et donc, de facto, associer des personnes à la construction des réponses à leurs besoins demande aux formateurs de faire alliance avec la personne accompagnée. Et ça, cela nous contraint à rompre avec nos pratiques, à concéder un peu de notre pouvoir. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut avoir conscience en termes de posture. Mais alors, je dirais qu'il s'opère un changement de motivation. On est dans des pédagogies plus coopératives. On majore alors la transmission du savoir par la motivation de prendre du plaisir et d'en procurer. Et je dois reconnaître que ces actions m'apportent beaucoup de satisfaction. Donc là, vous pouvez peut-être projeter une photo du parcours Chaillot où nous dansons avec des personnes en situation de souffrance psychique et on voit le plaisir, le bonheur des étudiants, des personnes en souffrance psychique, des danseurs, des formateurs. La coformation, c'est aussi, je dirais pour conclure, être dans le présent, jongler avec les interventions du coformateur, jongler avec l'imprévisible. J'avance alors l'idée que pour ce faire, le formateur, l'enseignant, développe toujours plus la métisse. La métisse trouve sa racine dans le grec ancien métis, qui signifie le conseil, la ruse. Ulysse est réputé pour sa métisse, cette intelligence rusée qui rend son conseil très apprécié dans la guerre de Troie à laquelle il participe. C'est encore par la métisse qu'il se distingue dans le long périple qu'il connaît au retour de Troie. Pour Aristote, c'est le poulpe, l'ambassadeur de cette métisse. Roi du camouflage, les poulpes, qui font partie de la classe des céphalopodes, sont capables de changer de couleur, d'utiliser des outils,
de mémoriser des stratégies gagnantes, de jouer, voire de percevoir la lumière à travers leur peau. Ils sont curieux, flexibles, aventureux et opportunistes. Le poulpe fascine par sa mémoire, sa capacité d'apprentissage, d'orientation et son adaptation à l'environnement. Ce détour zoologique n'est pas aussi anodin qu'il y paraît, parce que je constate que les formateurs qui se lancent dans la coformation auront à développer cette ruse pour tenter de rester fidèles à leur éthique et pour générer une puissance créatrice. Et si, comme moi, vous êtes fasciné par cette forme d'intelligence qu'est la métisse, je vous invite à lire la mythologie grecque ou à visionner le documentaire La sagesse de la pieuvre. Je vous remercie. Est-ce que j'ai quelques secondes ou pas? Ouais, vas-y. Carole. C'est important ce que disait Laurence, parce que on décrète pas comme ça de créer un binôme, et il faut arrêter de nous faire intervenir à des moments ponctuels alors ça ne permet aucun revenu régulier ni d'aucune validation possible en VAE ou en diplôme. Et vraiment, il faut se renseigner, parce que le témoignage, pour moi, il m'a fallu quelques années en fait pour comprendre que ça avait été thérapeutique. Donc, il faut vraiment s'informer sur les possibilités, en fait, bien tout présenter à la personne avec laquelle vous allez conformer, en lui présentant toutes les possibilités. Parce que pour aller présenter quelque chose qui va être construit pour entrer dans un enseignement, en fait, là, moi, j'ai réussi à le faire en découvrant et en construisant mon propre savoir expérientiel. Donc, il faut lui donner aussi les moyens de pouvoir le faire. Ça s'apprend. Il faut déjà comprendre quelles compétences on a acquis et comment est-ce qu'on peut transformer ce vécu, en fait, en quelque chose de nourrissant pour une formation. Voilà, merci. Merci. Merci à toutes les deux, Carole et Laurence. Est-ce que je peux commencer avec une question pour Carole? Oui, bien. Oui. Allez-y. On se demandait qu'est-ce qui aurait été le plus aidant. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'au début de la collaboration, vous avez pu vous sentir un petit peu mal à l'aise au tout début. Si ce passage-là devait être un petit peu gommé, qu'est-ce qui aurait pu gommer ou effacer un petit peu ce passage-là, avec votre retour maintenant et votre recul? Avec Laurence, au début, oui. j'étais pas assez. Je suis passée d'une méthode à une autre beaucoup trop brutalement. C'est pour ça, donc, parce que moi, je le connaissais pas, cette possibilité-là. C'est pour ça que ça a été aussi. Mais en vérité, c'est comme ça que ça devrait se passer. Ça veut dire qu'il faut donner du temps, et c'est plus comme ça qu'il faut faire que les autres méthodes que j'avais découvertes avant. J'ai juste été surprise par la. Voilà. Et inversement, pour faire écho, donc une question plutôt à Laurence, parmi nous, là, ce soir, il y a à la fois des étudiants, il y a des professionnels de santé et il y a des personnes concernées qui ont envie de s'impliquer dans l'enseignement ou qui sont impliquées dans l'enseignement. Quel conseil, Laurence, vous pourriez donner en fait à des professionnels de l'enseignement qui souhaiteraient en fait initier un peu cette démarche? Eh bien, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parlez bien dans le micro, Laurence. Ah oui, excusez-moi. En fait, c'est ce que je disais, c'est que ce qui est important, c'est vraiment déjà de bien définir, de bien avoir conscience de ce qu'est la participation déjà et de ce qu'on attend de cette co-formation. Voilà, donc déjà, ça, c'est la première chose. Et puis, c'est savoir s'adapter, c'est cette ruse, cette souplesse qu'a le poulpe, qui est définie par cette métisse, savoir s'adapter, parce qu'en fait, il va se passer des choses imprévisibles dans la co-formation. On laisse, et puis, il faut laisser une part de son pouvoir, on est quand même dans une relation de domination dans l'enseignement, et là, on va être un peu moins dans ce type de relation. Merci, Laurence. C'est que du bonheur, surtout avec des personnes comme Carole Le Floch. Si je peux me permettre d'y répondre, moi, à cette question. Bien sûr. Moi, ce que je dirais, c'est que déjà, il faut se préparer à accueillir une personne qui est en dehors de l'univers dans lequel on pratique au quotidien. Et ça, c'est déjà énorme. Quand on n'est pas dans la formation, quand on accueille une personne à la rue, par exemple, elle n'a aucune notion de ce domaine professionnel dans lequel vous baignez. Il faut déjà avoir sincèrement envie de le faire et pas faire un quota pour respecter les dernières lois. Ça serait bien aussi. Comme le 6% des personnes handicapées. Il faut donner un sens à l'action très rapidement. Déjà, je disais tout à l'heure, il ne faut déjà même pas penser l'idée en fait sans la personne accompagnée. Il faut aller directement vers elle pour la rencontrer.
arrêter d'aller essayer de trouver des viviers pour trouver des bonnes personnes qui ont à peu près des qualifications dans ce domaine-là, ou non, peut-être il y a plusieurs stades, plusieurs niveaux, et tous les niveaux peuvent apporter quelque chose dans la formation. Il faut mettre les moyens adaptés. Il faut comprendre aussi, vraiment dans l'action, il faut nous faire comprendre aussi à quoi ça va servir. Il faut vraiment donner ce temps de préparation. Et si jamais vous voulez, il faut définir aussi si c'est en bénévolat et avec la personne, en fait. Si c'est au bénévolat ou si vous voulez la rémunérer, que vous prépariez bien avec elle toutes les potentialités qu'il peut y avoir et quel impact ça peut avoir sur ses revenus, sur ses minima sociaux. Pour éviter de la mettre en danger, parce que moi j'ai vraiment morflé avec ça. Il faut que chacun y ait un intérêt. Si jamais vous la rémunérez pas, il faut un système il faut pouvoir avoir une attestation au moins pour qu'elle puisse entrer ça dans une VAE pour un avenir possible, et pas seulement que ça reste voilà. Et si vous le faites, essayez de le faire non pas ponctuellement, mais que la personne puisse intervenir régulièrement dans un cursus entier de formation. Et comme ça, elle est constamment en lien avec les étudiants, et c'est beaucoup plus pertinent que de faire venir une fois ou deux comme ça de temps en temps. Voilà. Et bien sûr, avoir de la considération pour la personne que vous recevez. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que c'est pas parce qu'elle ne sait pas parler technique, c'est pas parce qu'elle peut être sous médoc ou quoi que vous devez lui manquer de respect. Voilà, exactement. C'est une vraie relation qui se crée dans la co-formation. On s'associe, on est ensemble, on fait alliance. Et donc, c'est vrai que Carole et les autres personnes avec qui j'ai fait ces interventions, on reste en lien. On se téléphone, on s'envoie des textos. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui se met en place, une relation qui se met en place sur du long terme. Voilà. Et justement, Carole, on se demandait aussi, est-ce que cette reconnaissance de vos savoirs expérientiels, le fait, vous avez parlé tout à l'heure d'avoir retrouvé votre pouvoir d'agir, est-ce que ça vous a permis d'aider d'autres personnes ayant votre expérience de la précarité, de l'exclusion sociale, à se sentir légitime d'exercer en tant qu'enseignant? Est-ce que vous avez pu accompagner ou aider, père aider? Là, il y a deux choses, parce que du coup, on aborde un petit peu la pérédance et la construction ou la valorisation d'un savoir expérientiel. La pérédance, je la pratiquais déjà à la rue, c'est quand j'ai compris le terme, en fait, que j'ai bien différencié aussi un amalgame qu'il y a souvent, c'est entre le travail pair et la pérédance. Souvent, on amalgame les deux, alors qu'il y en a un qu'il ne faut peut-être pas toucher. Enfin bon, bref. Et sur le savoir expérientiel, en fait, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on a tous des expériences de vie, qu'elles soient positives ou négatives, mais on n'a pas tous construit un savoir expérientiel de ces expériences de vie. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé à me sentir légitime. C'est quand j'ai commencé, et c'est comme ça qu'est né mon bouquin d'ailleurs, c'est quand j'ai repris tous mes écrits de 7 ans et que j'ai dû retourner dans mon histoire. Je suis désolée. J'ai dû retourner dans mon histoire pour construire ça. Je suis désolée, n'importe quoi. Mais non. Et c'est quelque chose qui peut être très compliqué à faire. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à identifier les connaissances et les compétences que j'avais acquis de ce parcours de vie. Parce que c'est très compliqué. J'avais beau demander même à des grands professeurs et à des docteurs, en fait, mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme compétences acquises de 27 ans de violence? Et il faut y travailler soi-même. On doit nous aider, on doit nous guider. Bon, moi, j'ai dû me débrouiller toute seule. Maintenant, ça commence à se faire un petit peu. Il faut retracer son histoire et nous aider à pouvoir identifier les compétences et les connaissances qu'on a acquis de notre parcours de vie. Et à ce moment-là, se construit un savoir expérientiel. Et quand on l'a construit, en fait, on sait l'utiliser après. Donc, c'est à ce moment-là que quand on m'a proposé le CDI à l'IRTS Parmentier, on m'a même proposé un temps plein. J'ai refusé parce que je voulais commencer tranquillement. Donc, j'ai commencé à 2 jours. Et c'est là que j'ai su que j'étais légitime et j'avais compris quelle place je pouvais avoir, qu'est-ce que je pouvais apporter dans ma formation, en fait, au-delà du témoignage. Mais ceci dit, je le redis, le témoignage ne doit pas être banni. Si la personne veut utiliser le témoignage pour communiquer, si ça peut lui faire du bien, sur l'échelle de Sherry-Herstein de 69, en fait, elle marquait dans son premier niveau thérapeutique dans la participation, et j'ai compris bien des années après que ça pouvait être ça aussi. Que même si vous voulez absolument construire quelque chose, qu'elle peut utiliser le témoignage pour faire ressentir aux gens et que ça peut lui faire du bien aussi. Voilà. Merci Carole, merci de ton témoignage, vraiment très profond. On va faire une dernière question et puis ensuite on passera à la session d'après. Il y a une question dans le chat là à toutes les deux sur le temps que vous prenez ou que vous investissez justement pour travailler un peu cette relation de binôme de formateur.
Laurence, je commence peut-être ou je commence pas? commencer. Alors en fait, moi j'étais formatrice jusqu'au 28 février. Depuis le 1er mars, je travaille au ministère des Solidarités et de la Santé comme chargée de mission à la valorisation des pratiques en travail social. Mais je suis toujours passionnée. De toute façon, ça fait entièrement partie de ma nouvelle mission. Je dirais que quand j'étais formatrice, je travaillais tout le temps en fait. C'est parce que c'est un travail qui est passionnant et qu'on doit être toujours, on doit toujours se tenir informé. Et puis, il se trouve par le plus grand des hasards que nous habitons la même commune. Donc, des fois, nous avons bu des cafés ensemble sur la place. Enfin bon. Mais c'est un travail, c'est politique, c'est idéologique. Puis en plus, après, il se crée des relations et de relations de travail. On entre dans des relations d'amitié. Oui, c'est un travail très prenant. Je pense qu'il faut être passionné par le travail de formateur pour se lancer dans la co-formation. Merci Qu'est-ce que Laurence. tu en penses, Carole. Carole? Je ne sais pas si on pourrait estimer le temps qu'on a donné parce que ça dépend aussi de l'état et de la situation de la personne. Il a fallu des moments où on se voit beaucoup plus souvent parce que j'arrivais pas trop à assimiler, il fallait que je comprenne un petit peu mieux pour que je rentre dedans. Et d'autres où parfois en 1 heure et deux qu'on s'était rencontrés comme ça, je suis rentrée dedans et ça a fonctionné. Donc il faut vraiment aussi avoir cette possibilité selon l'état dans lequel on est, parce qu'on est quand même dans une situation ou d'exclusion ou de patient avec des traitements. Donc, il faut aussi considérer qu'on a besoin aussi on n'est pas forcément au taquet tout le temps, il faut savoir s'adapter. Donc, c'est pour ça que vraiment, je vous dis qu'il y a une personnalité derrière aussi qui fait que on donne ce temps-là et on s'adapte. En gros, il faut s'adapter. Et moi aussi, il a fallu de mon côté, je m'adapte aussi parce que j'avais plus la notion du monde professionnel. Et du coup, quand elle me disait, on fait ça là, non, moi, je peux pas parce que je travaille. Vous voyez, quand on a complètement quitté la société, en fait, il y a ce temps aussi, on doit se réadapter en reprenant en considération des différents univers de vie. Donc, voilà. Mais c'est ce qu'on se disait hier, en fait, ça a fonctionné et tant mieux, mais avec, en majorité avec les autres formations que j'ai faites, parce que ça n'a pas été fait de la même façon. C'était un rendez-vous ponctuel et je n'ai pas de contact avec en dehors. Bon, à part 2-3 comme Marcel, enfin des choses comme ça, mais autrement, vous voyez, donc il y a un truc plus profond qui s'est créé là. Mais après, c'est humain, ça marche ou ça marche pas, c'est ce qu'on s'était dit aussi. Merci de votre retour et merci de votre présentation qui était vraiment très, très, très chouette. Et puis, juste pour faire écho un petit peu à ce qui s'est dit dans le chat, on vous partagera les références qui ont pu être évoquées par Laurence, par Carole. On va récupérer tout ça et puis on vous diffusera un petit peu comme on a fait pour la session 1. Voilà. Merci à vous, Carole et Laurence. Merci. On va passer maintenant à la deuxième présentation. Donc, il s'agit de la présentation de Lisa Laroussi-Libaud, que j'ai cru voir. Voilà, vous êtes là. Oui, bonsoir, je suis là. Bonsoir, accompagnée de Suzanne Gare. Voilà, je suis là aussi. Également, et de Joanne Viesner-Conti. C'est ça, bonsoir. Voilà, et ben, on vous laisse la parole pour 20 minutes et puis il y aura 10 minutes de questions par la suite. Ça marche, alors je vais commencer. Je crois que je peux partager l'écran. Oui, tout à fait, normalement vous avez le partage. Oui, mais je vais peut-être me présenter avant de vous partager l'écran, comme ça vous me voyez avant que je mette l'affichage. Voilà, donc je m'appelle Joanne Wiesner et puis je suis psychologue de formation et je travaille maintenant comme formatrice avec un titre pompeux de maître d'enseignement HES en interprofessionnalité. Voilà. Et je viens de Genève, de Suisse. Enfin, j'y viens pas, j'y suis en l'occurrence. Et puis, je vous remercie beaucoup de nous avoir fait une petite place dans cette soirée, à nous qui sommes loin. Voilà. Alors, maintenant, je retrouve la présentation et je vous la mets. Voilà. Ok, donc nous, on voulait vous présenter une expérience qui s'est déroulée. En fait, c'est mes deux collègues qui vont vous la présenter dans un instant. Moi, je vous présente le contexte de cette formation. Donc, cette formation s'est déroulée
au Centre interprofessionnel de simulation de Genève. Et puis, je vous en dirai deux mots. On va vous présenter comment ça s'est passé, le retour d'expérience vraiment sur ce qui a été fait et puis ce qu'on envisage de faire par la suite. Et donc, d'après ce que j'ai compris, il y aura des questions qui suivront la présentation. Voilà, donc moi je suis très contente d'être là parce que ce sera aussi l'occasion de présenter cette première expérience et puis d'avoir vos questions et retours à ce sujet. Alors, voilà. Donc, le Centre interprofessionnel de simulation, j'imagine que la simulation, ce n'est pas forcément familier à tout le monde. Donc, on enseigne beaucoup au moyen de cet outil pédagogique aux différents professionnels de la santé. Et en fait, pour ça, on engage des personnes qui jouent des rôles de patients. Donc, ils jouent une pathologie, ils miment des signes cliniques ou des histoires de vie. Et puis, ça permet aux étudiants et à certains professionnels déjà en activité de s'entraîner, en fait, de pratiquer leur métier sans risque réel pour les vrais patients. Il se trouve qu'en plus des faux patients, il y a aussi des vrais patients qui, ceux-ci, ne simulent pas, mais commencent maintenant à enseigner avec nous. Et puis, ils enseignent dans la formation interprofessionnelle, donc une formation qui concerne différents professionnels de santé et qui est finalement à l'intersection entre dont les sujets sont à l'intersection entre ces différents professionnels. Et puis, ce que nos vrais patients enseignent, c'est le partenariat patient et c'est là-dessus qu'on va se pencher là maintenant. Donc, voilà, nous, on a monté en 2012 un programme de formation à l'interprofessionnalité au Centre interprofessionnel de simulation en collaboration avec la faculté de médecine, la faculté de pharmacie et puis la Haute École de Santé. Et la Haute École de Santé, elle a des étudiants, alors vous me dites, hein, parce qu'en France, je crois que ce n'est pas tout à fait les mêmes termes, mais elle a des étudiants physio, il me semble qu'on dit kiné chez vous, physiothérapeute et kinésithérapeute, des étudiants en nutrition et diététique, des diététiciens et diététiciennes, infirmiers, sages-femmes, techniciens en radiologie médicale, ça je crois que c'est pareil. Manipulateur radio, je pense. Voilà, manipulateur radio. Et puis du coup, est-ce que je les ai tous dit? Sage-femme, TRM, physio, soins infirmiers et nutrition et diététique. Oui, c'est bon, ils sont tous, le compte est bon. Voilà. Et puis donc, la formation interprofessionnelle, elle va s'adresser à tous ces différents étudiants au niveau bachelor. Donc, ça veut dire avant qu'ils aient leur diplôme, en fait. Et on a organisé ça sur 3 modules. Donc, pour les médecins ou les pharmaciens qui ont 6 ans d'études, c'est tous les 2 ans. Et puis pour les autres, c'est une fois par année où ils ont une semaine ou différentes journées dans leur parcours consacrées au travail en interprofessionnalité. Et dans notre modèle, dans notre cadre de référence, en fait, l'interprofessionnalité, on enseigne les compétences du consortium pan-canadien pour l'interprofessionnalité. Alors, j'imagine que tout le monde n'est pas familier avec ce consortium, mais il y a 6 compétences qui sont attendues de la part des étudiants pour la collaboration interprofessionnelle, dont le partenariat avec le patient. Et sur la base de ces différentes compétences, on enseigne des outils et des stratégies de travail en équipe qu'on a tiré du modèle Team Steps, qui est américain, mais qui n'empêche fonctionne drôlement bien et est enseigné maintenant dans beaucoup de facultés. Et ce modèle, en fait, préconise que le patient est de facto un membre à part entière de l'équipe de soins.
Donc voilà, ça c'était un peu le message que nous, on passe aux étudiants, on essaye de passer depuis 2012, mais je dois vous dire honnêtement que le partenariat patient, il n'a pas tenu quand même une grande place dans notre dispositif. On a Vincent Dumez qui était aimablement venu participer au débriefing de nos simulations et puis qui avait donné aussi une conférence il y a quelques années. Mais en fait, c'est réellement... Puis on a eu 2-3 petits ateliers comme ça qui étaient faits, mais je dirais plus sur le mode témoignage dont Carole parlait tout à l'heure. Et puis, c'est vraiment cette année-là, en 2020-2021, une année académique, on a engagé, alors là, pour le coup, j'espère en tout cas qu'on est sur la bonne voie, des patients pour travailler à la construction, réellement, au démarrage de la formation avec des enseignants. Donc, voilà. Et puis, on a donné cet atelier plusieurs fois cette année pour à peu près une soixantaine d'étudiants, un petit peu plus, entre 60 et 70 étudiants. Donc, c'est un petit effectif puisqu'on a 1500 étudiants sur les 3 modules, mais on va dire que c'est un pilote et qu'on espère que l'atelier pourra être redonné pour élargir le public. Donc, voilà, c'était des ateliers d'1 heure et demie qui ont été co-construits par des enseignants et des patients qui ont été appariés, on dirait comme ça, ou matchés. Alors, un petit peu, je dirais, selon ma connaissance des uns et des autres, j'ai formé des paires qui me semblaient bien pouvoir fonctionner ensemble. Et puis, il y avait évidemment tout le travail de la logistique autour qui a impliqué la coordination et puis l'organisation, surtout que cette année, ça s'est fait à distance et ce ne sera plus le cas la prochaine fois. Voilà, donc ça représente les différents acteurs qui sont impliqués là-dedans. Et maintenant, pour le contenu, je vais passer la parole à Suzanne et puis Lisa. Merci beaucoup, Joanne. Effectivement, donc après cette présentation du contexte faite par Joanne, nous allons vraiment, dans cette seconde partie, entrer dans le cœur du sujet qui nous intéresse, donc à travers notre retour. Alors, Lisa, on ne vous entend plus parce que Joanne a coupé son micro et en fait, on vous entendait par le micro de Joanne. Donc, allumez votre micro, Lisa. Vous m'entendez? Parfaitement. Et parlez plus de votre petit micro blanc, là, parfait. Voilà, vraiment désolée. Non, il n'y a pas de souci. Donc, je disais que donc, après cette présentation faite du contexte fait par Joanne, nous allons vraiment maintenant entrer dans le vif du sujet qui nous intéresse, donc à travers notre retour d'expérience à Suzanne et à moi-même. Et pour cela, nous allons très rapidement vous présenter les objectifs qui nous ont été demandés. Puis ensuite, nous allons nous focaliser sur 3 éléments clés. Le premier qui a été ce qui nous a motivé, Suzanne et moi-même, à participer à ces ateliers. Ensuite, le processus tel que nous l'avons mis en œuvre. Et enfin, les freins et les leviers que nous avons pu identifier. Slide suivante, s'il te plaît. Mais avant cela, et en préambule, il est important de souligner 2 points. D'une part, à la lecture de l'appel à communication, plus que illustrer ce qui se fait en matière de partenariat patient dans l'enseignement en santé, nous souhaitons, dans les slides qui vont suivre, vous présenter à partir de notre exemple ce qui a permis d'être en partenariat, bref, les conditions qui l'ont favorisé. Ensuite, second point à souligner, et pour la petite anecdote, c'est moi, la patiente partenaire, qui ai sollicité Josiane et Suzanne pour cette participation. Et elles ont tout de suite répondu favorablement. Et c'est à mon sens un signal fort dans ce changement qui s'opère et dans cette recherche de symétrie et d'équilibre dans la relation. Et donc, j'en profite pour les en remercier. Je passe maintenant la parole à Suzanne pour identifier les objectifs. Eh bien, bonjour. Voilà, je vais vous présenter les objectifs de l'atelier. C'était d'explorer vraiment la posture du patient partenaire et du soignant partenaire. Parce que je dis explorer parce que c'est quelque chose de nouveau pour la plupart de nos étudiants. Et c'était vraiment, on est parti en exploration. Et le deuxième objectif était qu'ils perçoivent les bénéfices d'être appuyés, en fin de compte, comme soignant par un patient partenaire.
au même titre qu'on s'appuierait sur un collègue pour lui demander son avis sur telle et telle chose. Et d'aborder après quelques pistes en pratique, comment mettre en place le partenariat. Et puis, les objectifs d'apprentissage pour les étudiants, à la fin, tout ce qu'on voulait, c'est qu'ils puissent percevoir ces bénéfices mutuels de cette collaboration et qu'ils commencent à entrevoir quelques moyens pour mettre en œuvre cela dans leur pratique. Ce qui m'a motivée, en fait, tout a commencé par une lecture que j'ai faite. Un auteur que j'adore, qui est Martin Winkler, qui a écrit L'école des soignantes. Il n'a pas écrit que ça, bien sûr, mais l'école des soignantes, c'est une utopie qui se passe dans le futur avec une école de soignants, en fait, où les patients partenaires seraient vraiment des enseignants à part entière. Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup motivée. Et quand Lisa m'a proposé de faire cet atelier, pour moi, c'était vraiment une fiction devenue réalité. Et dans ma pratique, je vois beaucoup de patients. La quête est sans fin, en fait, d'avoir une relation avec les patients qui soit idéale. Et du coup, je pense que si j'acquiers plus de connaissances à l'aide d'un patient partenaire, je vais arriver à vraiment améliorer ma pratique. Voilà, et mon motto pour finir, c'est j'adore créer des liens, des synergies entre les personnes, donc je suis ravie d'avoir fait sa connaissance. Quant à moi, donc Lisa, la notion de partenariat, elle a très tôt fait partie de mon univers professionnel et de mon parcours de vie, puisque dans mon métier dans la coopération internationale, la question du partenariat, de la collaboration avec différents acteurs est quelque chose de fondamental pour atteindre les objectifs de développement. Ensuite, mon expérience de partenariat en santé s'est traduite par les expériences vécues en tant que proche aidante et par ma propre expérience de la maladie. Et enfin, une étape supplémentaire a été franchie en m'engageant dans le partenariat patient, en rejoignant le programme patient partenaire des hôpitaux universitaires de Genève, et ceci depuis 2 ans maintenant, et en me formant en partenariat. Ce qui a également motivé ma participation, c'était de relever le défi d'intervenir sur le volet enseignement, parce que c'était la première fois qu'on me le proposait, ce qui est également en lien avec mes valeurs de la transmission et de la communication. Enfin, le fait que l'enseignement soit adressé aux étudiants permet aussi d'ancrer ce changement de paradigme dès la formation initiale. Après avoir vu donc, ce qui nous a motivés, Suzanne et moi, donc là, on va vraiment passer au processus tel que nous l'avons mis en œuvre. Et pour décrire le processus, non, moi, ça n'apparaît pas. Voilà, merci. Pour décrire en fait le démarrage de ce processus, il peut être résumé en une phrase: ce n'était pas gagné d'avance. Pourquoi? Parce que comme l'a expliqué Joanne, en fait, c'était la première fois finalement qu'on se retrouvait à faire de la co-animation sur le thème du partenariat. Et je me suis retrouvée effectivement à à co-animer donc cet atelier avec Suzanne, mais malheureusement, lors de la rencontre en présentiel, qui était finalement la seule rencontre qui nous était qui a été organisée pour qu'on puisse mieux connaître le CIS, mieux connaître cette semaine de l'interprofessionnalité et aussi commencer à réfléchir sur l'atelier qu'on devait construire, malheureusement, Suzanne était prise par d'autres engagements et donc elle n'a pas pu être présente. Donc, c'était une première occasion ratée de nous rencontrer. Ensuite, donc deuxième étape, il y a eu des échanges de mails entre les membres de l'équipe et auxquels Suzanne a pris part. Mais là aussi, il y a eu des malentendus, il y a eu des confusions dans ce qui a été dit. Et donc là aussi, on sentait que la rencontre, elle avait vraiment du mal à se mettre en place.
malgré tout, en fait, nous, on est tellement motivés, on était tellement intéressés et de pouvoir co-animer cet atelier qu'on a vraiment tenu bon et on a fixé un rendez-vous, en tout cas une rencontre téléphonique pour pouvoir enfin discuter et échanger sur la co-animation de cet atelier. Et c'est là, j'ai envie de dire qu'un miracle s'est passé, mais ce miracle, on l'a provoqué, hein, il n'est pas venu du ciel. Et en fait, il y a eu un point de bascule qui s'est produit et la rencontre a enfin pu avoir lieu. Et cette rencontre, si elle s'est faite pour plusieurs raisons. Et là, j'aimerais citer le philosophe Charles Pépin qui dit que, pour que la rencontre, c'est se rencontrer, c'est d'abord mettre en œuvre des attitudes et comportements permettant cette rencontre. Et en effet, nous avons été dans la disponibilité nécessaire pour aller à la rencontre de l'autre. Nous avons pris le temps. Nous étions présentes l'une à l'autre. Nous étions dans une écoute active et respectueuse. Nous étions dans une vraie bulle d'intimité qui a duré plus de 2 heures. Et à ce moment-là, on a véritablement commencé à danser la relation. Et là, je donne la parole à Suzanne pour poursuivre un peu sur ce processus. Moi, j'ai aussi vécu ce moment-là. Alors, Suzanne, allumez votre Oui, micro. voilà, oui, c'est bon. Oui, j'ai aussi vécu ça comme le point de bascule dans notre relation. Et ce qui était surprenant, c'est que ça s'est fait par téléphone. On peut penser des fois que le téléphone est moins bien que Zoom ou je ne sais pas quoi, mais finalement, ça donne une certaine intimité. Et on était les deux, chacune chez elle, je pense, et on était complètement l'une avec l'autre. Il n'y avait pas de distraction d'image, pas de messages qui apparaissaient sur nos écrans, etc. Donc, on était en vraie relation par téléphone, tout bêtement. Et voilà, ça a commencé là. Après, c'était très facile. Alors, l'étape 4, c'était très facile. Lisa m'envoyait le premier draft. Après, moi, je mettais mes idées. Après, elle me renvoyait le second draft. Enfin bref, on a vraiment co-construit cet atelier d'1 heure et demie qu'on devait animer au mois de janvier. Et après, on est arrivé sur le lieu de la co-animation. On a décidé de le faire, nous deux, en présentiel, avec tous les étudiants étaient à distance, mais on avait besoin d'être dans la même pièce. Comme ce soir, on est dans la même pièce aussi. Donc, parce que pour sentir l'énergie de l'autre, c'est assez important. Et donc, du coup, on a co-animé et ça s'est super bien passé. Et en fait, moi, je me réjouis parce que c'est qu'un début. En fait, on voit la cible là, mais elle n'est pas tout de suite là. En fait, on va continuer notre chemin, en fait. Suivant. Donc là, on arrive au 3e point, qui sont les leviers et les freins. Donc, on va commencer par les leviers. Lisa, oui. À chaque fois, j'oublie, je suis vraiment désolée. Hein. On est tellement concentré dans la présentation qu'on oublie les aspects techniques. Donc, je disais que là, on arrive au 3e point qui sont donc les leviers et les freins. Et en fait, on a identifié 10 leviers et on les a représentés avec ce nuage de mots, mais on va vous les lire. Le premier levier, donc pour que justement il puisse y avoir ce partenariat, un des leviers, c'est justement de pouvoir se rencontrer. Ça, on l'a suffisamment répété, qu'il y ait des affinités qui soient présentes, car c'est cela qui va permettre de transmettre un langage verbal et non verbal qui va être ressenti par le public cible. Et puis, on va devoir s'adapter aux obstacles qui peuvent surgir en cours et aux attentes du public. Cette année, elle était truffée d'obstacles techniques et heureusement, voilà, on a su s'adapter finalement. Voilà, en année Covid, c'est important. 3e levier, c'est de savoir dire « je ne sais pas » et vraiment savoir faire preuve d'humilité, autant de la part des professionnels de santé que des patients partenaires. Un autre aspect, c'était la taille du groupe qui était très important. Donc, le groupe n'était pas important justement, mais la taille est importante parce que ça a permis des échanges très intimes finalement avec ces étudiants qui ont pu et su poser des questions qui leur tenaient à cœur, vraiment.
5e levier, c'est savoir doser la partie témoignage selon si on se sent safe ou pas. C'est-à-dire, ce qu'on veut dire par là, c'est que moi, je sais que je ne vais exprimer ou je ne vais partager mon parcours de santé qu'en fonction de comment je vais me sentir avec les personnes qui vont être en présence ou pas. Donc, je sais pas parce que initialement, il était prévu que mon Alors, je crois que la connexion de Lisa a dû sauter un tout petit peu. Peut-être, Suzanne, votre connexion fonctionne. Par contre, celle de Joanne semble sauter aussi. C'est bon, Lisa, vous êtes revenue? D'accord, super. Là, je m'entends en écho. Oui, mais c'est parce que Joanne n'avait pas coupé son micro, mais je viens de faire. Allez-y, Lisa. Est-ce que vous avez entendu le 5e levier, donc, qui est celui justement de savoir doser sa partie témoignage et se sentir safe ou pas quand il s'agit d'exprimer son parcours de malade. On passe au 6e levier. Oui, il faut garder l'esprit grand ouvert et une capacité d'écoute active. Et il faut avoir envie d'aller en direction de l'autre. Et ça, c'est très important pour la co-animation. 7e levier, avoir une certaine aisance à l'oral et sans forcément avoir une formation en pédagogie, savoir construire un discours qui permet de maintenir le cap sur les objectifs initiaux. 8e levier. Et puis, c'est important de bien vivre la complémentarité pour la transmettre aux étudiants, la complémentarité des savoirs. En fait, il ne faut pas se sentir menacé par l'autre, mais avoir une vraie aisance à partager ensemble nos savoirs. Et l'avant-dernier levier, c'est avoir la distance nécessaire par rapport à son propre vécu de la maladie. Dans les intervenantes en première partie, ça a été bien exprimé, hein, qu'il faut effectivement avoir fait un travail déjà personnel sur son propre parcours pour se sentir relativement à l'aise et en confiance pour pouvoir s'exprimer et structurer aussi ses propos et qu'on ne soit plus effectivement dans simplement du témoignage, mais qu'on soit vraiment dans une co-construction de quelque chose qui apporte et qui puisse transmettre, on soit vraiment dans une transmission de savoir expérientiel. Et enfin, le 10e levier. Et le 10e levier, en fait, nous, on a beaucoup intégré aussi les étudiants on a pris soin qu'ils aient le temps de bien se présenter pour pouvoir favoriser la rencontre des pluralités, des perceptions, pour initier le dialogue et puis favoriser leur apprentissage. Et enfin, les freins. Alors, je vais passer très rapidement parce que je pense qu'on arrive pratiquement à la limite du temps et j'aimerais vraiment que Joanne puisse terminer sur les perspectives. Au niveau des freins, on en a identifié 3 principalement. Le premier, et là, je veux vraiment souligner qu'il s'agit bien de cette expérience qu'on a vécue. Hein. Donc, il ne faut pas généraliser. Mais par rapport à cette expérience, on pense que ça serait important de pouvoir encourager l'accompagnement pour la co-animation. Important également de former autant les professionnels de santé que les patients partenaires et être également engagé dans l'évaluation et le suivi. Et là, je donne la parole à Joanne pour la dernière partie sur les perspectives. Et vraiment, 30 secondes. Voilà, donc l'expérience, elle a été évaluée par questionnaire auprès des étudiants. Les retours, ils étaient absolument excellents. Bah, évidemment, enfin, en général, la satisfaction est bonne. Là, ce qui était vraiment plus frappant, c'était les messages qui ont été retenus en fait, sur la notion de symétrie dans la relation partenariale. Donc, que ce soit pour le binôme de Suzanne et Lisa, mais pour les autres binômes qui ont enseigné aussi, les étudiants ont retenu l'importance et la qualité des relations symétriques et du partage des savoirs, enfin de la complémentarité des savoirs. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que en fait, l'expérience de l'enseignement, enfin, il faut des professionnels de l'enseignement aussi, puis c'est ce que disait Lisa tout à l'heure, c'est que
partir sans formation pour enseigner comme ça, c'est compliqué. C'est une source de stress qui est assez importante. Hein. Ça, c'est le retour qu'ont fait les patients. Et puis, qu'il est indispensable qu'il y ait un débriefing systématique qui suit le moment de la formation. Parce que pour le retour d'expérience, pour le partage, pour la diminution du stress aussi. Et puis, voilà, ces quelques considérations-là, elles nous amènent maintenant à développer aussi des pistes de recherche et puis en collaboration de nouveau avec des patients pour explorer en fait les bonnes conditions du partenariat dans l'enseignement. Et je crois que vous l'avez dit comme ça, on aimerait bien maintenant réussir à le formaliser finalement scientifiquement sur le fait que voilà, les patients ne sont pas des marionnettes, comme ils l'ont dit très justement. Et puis, une des idées dans la recherche aussi, évidemment, c'est de mesurer quand même l'impact d'un enseignement fait par le patient versus sans le patient. Qu'est-ce que ça a comme effet sur les étudiants? Parce que là, on a des retours, mais finalement, c'est une évaluation, mais ce n'est pas encore systématisé dans une question de recherche. Et puis, ce qu'on aimerait à terme, bien sûr, et puis ça a été dit déjà tout à l'heure, c'est quand même, parce que là, les patients ont été rémunérés pour ces prestations. Maintenant, ça reste ponctuel et que l'idée, ce serait quand même qu'on ait des patients qui puissent être intégrés dans notre équipe interprofessionnelle comme ça devrait l'être. Et puis voilà, ça suppose quand même d'aller chercher les moyens de le faire. Voilà. Merci à toutes les trois pour votre intervention. Alors, je me permets de reprendre le fil. De votre attention. Je me permets de reprendre le fil et de vous prévenir qu'on va juste réduire un petit peu le temps de questions-réponses là, qui devait être de 10 minutes parce que vous avez un peu dépassé pour laisser vraiment le temps aussi derrière et qu'on pourra vous retrouver de toute façon au moment de la foire aux questions juste aussi derrière. On va vous donner 2-3 questions quand même. Dès que vous avez pris la parole et que vous avez parlé, notamment Joanne, du fait que ça allait être sur des simulations, qu'il y avait des patients simulés et tout ça, il y a eu tout de suite un petit débat dans le chat. Donc, je me permets de vous poser les questions. Les patients simulés sont-ils des vrais patients? Et sinon, pourquoi ne pas travailler directement avec des vrais patients? Quelle différence avec les patients standardisés? Est-ce que toutes les trois, vous pouvez un petit peu vous positionner là-dessus par rapport à votre enseignement? Moi, ok. Alors, en fait, ça ne répond pas du tout aux mêmes objectifs pédagogiques. Quand on engage un patient simulé, c'est qu'on veut entraîner une compétence particulière chez l'étudiant. Donc, par exemple, on veut lui faire entraîner, si je dis anamnèse, est-ce que tout le monde comprend, mais le recueil de l'histoire, non, le recueil de l'histoire du patient. Par exemple, on a un scénario où il y a un patient qui se plaint d'une douleur digestive, une douleur au ventre. Eh bien, on va former le patient à répondre spécifiquement aux questions de l'étudiant sur sa douleur au ventre. Puis évidemment qu'il y a les aspects relationnels qui rentrent en ligne de compte parce que c'est comment l'étudiant va investiguer cette douleur tout en prenant en considération le patient. Mais c'est parce que notre objectif, c'est de lui faire travailler l'examen clinique, enfin l'auscultation abdominale et puis le recueil de l'histoire sur une problématique digestive. Le vrai patient, ça n'a pas d'intérêt parce que tous les patients sont différents et donc ils ne vont pas présenter la même maladie, la même pathologie, les mêmes symptômes. Donc, ce qui fait que tous les étudiants ne vont pas pouvoir travailler cet examen digestif parce que tous les patients sont différents. Donc, ce qui fait qu'il y aura des disparités dans la formation des étudiants, puis nous, on voudrait que ce soit équitable pour chacun. Maintenant, les patients... Alors, je vais répondre à la question qui arrive dans le chat en même temps. Les patients partenaires qui commencent à travailler réellement avec nous, eux, ils vont travailler sur les aspects du partenariat réellement, ils vont enseigner ce que c'est que le partenariat pour l'instant. Voilà. Et donc, oui, dans ce contexte-là, puisqu'ils ne sont pas engagés encore dans les simulations, ils ne participent pas encore au débriefing, mais si on travaille en simulation le partenariat, alors avec des patients partenaires, alors évidemment, ils participeront au débriefing. Merci de votre explication, Joanne.
à ce questionnement. Il y avait une deuxième question, qui est une deuxième agitation, on va dire, un petit peu du chat au moment où vous avez commencé à parler d'engager la danse. Je crois que c'est Lisa, en fait, avec Trimester, mais tout de suite, ça fait écho chez un certain nombre là, de participants. Et du coup, vous avez aussi évoqué la notion d'intimité. Et on s'imagine voilà, danser le tango un petit peu avec un décor assez rapproché finalement. Est-ce que cette notion d'intimité, elle vous semble une notion vraiment indispensable? C'est la première question. Et puis la deuxième, c'est est-ce que du coup les enseignants ou les professionnels, professionnels enseignants sont prêts en fait à vivre cette intimité? Alors, si je comprends bien, la première partie de la question, elle est pour moi. Alors, est-ce que cette intimité… peut-être, les deux parties. Est-ce que cette intimité est indispensable? Ben, je crois que dans ce qu'on a dit dans les leviers, on a mentionné le fait de s'adapter. Donc, j'ai envie de dire que on le sait, on est patient partenaire, on est là avec un savoir expérientiel. On sait qu'on témoigne, on s'exprime aussi, on illustre notre intervention avec notre parcours lié à la maladie. Mais j'ai vraiment envie de dire, et là, l'expérience qu'on a vécue dans cet atelier, quand au début, on m'a dit, bah, écoute, Lisa, ça va être par Zoom, hein, les étudiants seront par écran interposé. Moi, j'ai dit, hors de question que j'exprime, que je raconte ma vie, quoi. Je raconte qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, j'avais partagé avec l'équipe en disant, non, moi, je ne raconterai pas parce que j'ai besoin d'être justement dans cette intimité de la relation avec les personnes, avec les étudiants qui me regardent dans les yeux, que je sente un lien, une relation de confiance. Et si je ne sens pas ça, je ne partage je ne me sens pas de partager. Et après, c'est pour ça que je parlais vraiment de s'adapter. Et après, et tout à l'heure aussi, Suzanne parlait des énergies aussi, la manière, la configuration dans laquelle nous étions, déjà on était toutes les deux présentes dans la salle, on a co-animé ensemble, donc il y avait vraiment une relation safe, il y a un environnement safe qui était déjà là. On a mentionné aussi tout à l'heure que les étudiants, c'était un petit groupe de 5 étudiants, donc on pouvait les regarder les yeux dans les yeux, et je me suis moi-même surprise à partager des choses de mon intimité que je ne pensais absolument pas raconter lors de cet atelier. Donc, je ne peux pas donner une réponse générale, j'ai envie de dire, c'est vraiment au cas par cas et au feeling et comment on sent l'environnement. Peut-être qu'avec d'autres étudiants et peut-être avec le même nombre d'étudiants, en tout cas avec la même quantité, je ne me serais peut-être pas du tout sentie à l'aise et j'aurais été beaucoup plus générale. Et donc, j'ai vraiment envie de dire qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte qu'on ne peut pas donner une réponse générale. Et j'ai oublié la seconde partie de la question. C'était quoi? La seconde partie de la question, c'était plutôt sur les professionnels de santé. Est-ce qu'ils sont prêts finalement à vivre cette intimité? Et au regard de ta première, du coup, au regard aussi de ta première réponse. Si je reprends l'exemple avec Suzanne, donc dans cette bulle d'intimité dans laquelle on était, justement pour qu'il y ait cette rencontre, et comme justement il y avait vraiment cette disponibilité, elle était prête à… Parce que moi, je voulais, parce qu'on devait justement réfléchir à comment nous allions co-animer cet atelier, mais si je ne lui avais pas partagé mon parcours, mes ressentis, les obstacles ou comment les choses se sont passées, elle n'aurait pas compris mon expérience par rapport à ça. Et donc… comme elle était dans la disponibilité nécessaire pour être dans l'écoute et pour être dans la présence et pour accueillir ce que j'avais à lui dire, la chose s'est extrêmement bien passée. Et donc là aussi, pour les professionnels de santé, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils sont dans la disponibilité pour être également dans cette écoute? On sait très bien que dans le contexte dans lequel ils évoluent, le stress, le temps qui est souvent très limité, etc., on n'a pas toujours cette disponibilité-là. Donc, encore une fois, je me répète un peu peut-être, j'ai envie de dire, il faut s'adapter, il faut voir dans quelle situation
on est prêt aussi à s'exprimer. Et puis, effectivement, autant il y a plusieurs profils de patients partenaires, autant il y a plusieurs profils justement de professionnels de santé, et certains sont encore un peu en mode résistance ou en mode, voilà, c'est difficile pour eux de rentrer un peu sur ce côté, j'ai envie de dire, un peu émotionnel. Et là aussi, s'ils ne sont pas prêts, la danse, on la dansera une prochaine fois. Merci Lisa. Je suis obligée d'accueillir. On est bavard. On est bavard en Suisse. Hein. C'était super. Merci à toutes les trois. Et on vous retrouve à la foire aux questions tout à l'heure. Merci à vous. Merci pour votre présentation. Je voulais savoir si Laure et Jacques étaient parmi nous et puis s'ils avaient tout ce qu'il fallait pour commencer. Oui ? Oui. Ah, bonjour. Bonjour. Je vous vois apparaître. Ça vous va si je vous fais signe 5 minutes avant la fin de votre intervention ? Oui. Eh bien, parfait. À tout à l'heure. Alors, est-ce que vous voyez le... Oui, parfaitement. Alors, par contre, je ne sais plus comment on fait pour partager complètement, parce que là, il est pas en mode... Non. En fait, tu mets en plein écran, en mode diaporama, et ensuite, tu retournes sur partager ton écran et tu sélectionnes... Partager mon écran. Non, là, faut mettre à partir du début. Pour mettre au début, d'accord. Tout à gauche. J'avais mis partager l'écran pourtant, donc OK. L'écran partagé. Est-ce que tu as mis en plein écran d'abord, Laure? Non. Alors, mets d'abord en plein écran ton PowerPoint dans ta présentation. Ah oui, d'accord. Okay. Mets d'abord en plein écran et ensuite, tu vas chercher à partager ton écran en cliquant sur écran partagé et tu sélectionnes… Ça m'a fermé ma présentation. Alors, je la reprends. D'accord. Où est-ce qu'elle est? Voilà, celle-là. En fait, il y a l'écran. Voilà. Je ne sais plus où c'est pour le plein écran. Alors, tu fais F5 sinon sur ton ordinateur. J'ai pas F5. D'accord. Alors, dans ces cas-là, oui, en haut à gauche, généralement, dans le partage de PowerPoint, où c'est marqué diaporama, oui. il y a un onglet diaporama et à gauche, c'est marqué à partir du début. Oui, c'est ça, d'accord, OK. Voilà. Okay. Et ensuite, tu partages, tu reviens sur Zoom, tu cliques sur écran partagé et tu choisis l'écran que tu souhaites partager. Non, je reviens sur Zoom, mais... Hop. Et tu cliques sur écran partagé. Voilà, ça apparaît. Et là, vous le voyez, non. Bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal. En bas à droite. Parce que tout à l'heure, j'étais arrivée là aussi, mais... En bas à droite, il y a vous avez un petit écran là. Juste avant là-bas. Ah oui, d'accord. À côté encore un peu à droite. Ça y est, j'ai vu. Voilà. Là. Merci. Et là. Je ne le voyais plus justement cet écran-là. Désolée. Travail d'équipe justement. Alors, normalement, c'est Jacques qui démarre. Donc, Oui, bonjour. Je vous ai rejoint un petit peu en décalage puisque j'étais encore à la fac. Donc, je suis très content d'être avec vous. On est nombreux, je crois que 60 personnes ou 70, si je regardais rapidement. Donc, moi, Jacques Cité, je suis médecin généraliste en région parisienne et je suis aussi enseignant. Je suis professeur associé de médecine générale à l'Université Paris-Est de Créteil, qui est une fac parisienne de banlieue. Je suis un banlieusard et qui fait encore de la résistance par rapport aux grosses facultés qui fusionnent à l'intérieur de Paris. Et donc, nous avons, pour présenter très rapidement, je crois qu'on a 20 minutes, hein, c'est ça, hein? Oui. Voilà.
1 minute et 10 minutes de questions après. Voilà. Donc, l'idée de faire participer des patients, et on ne savait pas comment les appeler d'ailleurs il y a quelques années, patients experts, patients partenaires, enfin bref, ça a été d'ailleurs l'objet d'une réflexion et de débat, a émergé il y a plusieurs années. Et je me souviens d'une première initiative qu'on avait eue avec le doyen de l'époque pour voir dans quelle mesure on pouvait associer des patients à l'enseignement. Alors, on n'avait pas d'idée très claire et je crois aussi que l'exécutif n'hésitait pas contre, mais bon, ce n'était pas une priorité pour eux. Et je me souviens à l'époque, on était venu avec des gens qui étaient notamment assez impliqués sur ces histoires de patients, patients experts, patients partenaires, notamment dans l'univers de l'éducation thérapeutique. Donc à l'époque, je me souviens, j'avais organisé une réunion avec Pierre-Yves Trénard. Et puis, ça n'avait pas donné lieu, à part le fait de constituer une réflexion et un travail d'une de nos internes qui est devenue enseignante et qui a participé au master d'éducation thérapeutique qui se trouve, à l'époque ça s'appelait Paris 6, c'est plus Paris 6, en tout cas a réfléchi sur la question et on a été en mesure, dès lors, en ayant eu une réflexion un peu plus approfondie, de saisir au vol un appel à projet à l'intérieur de notre université en termes d'innovation pédagogique. Et nous avons proposé, un peu rapidement d'ailleurs, parce qu'il fallait répondre rapidement, à l'idée de faire une expérimentation pédagogique et d'intégrer des patients dans notre cursus de 3e cycle, puisque moi, je m'occupe essentiellement du 3e cycle de médecine générale. Donc, les futurs généralistes, les spécialistes en médecine générale, dont le cursus est de 3 ans. La particularité de notre département, c'est que nous avons depuis très longtemps, depuis le départ, je pense qu'on est une des facultés qui ont porté l'idée de faire un cursus avec une évaluation ou même une certification des compétences. Et donc, l'ensemble du cursus était organisé pour travailler les apprentissages et certifier les compétences des médecins en formation. Ce qui n'est pas facile, puisque le paradigme de la compétence, ce n'est pas ce qu'on retrouve la plupart du temps dans le 1er et 2e cycle de médecine. Et donc, c'est un saut à faire. Ça a été un saut à faire par nous, mais j'ai eu des ancêtres avant qui l'ont fait. Mais je suis venu dans les premiers médecins, et puis c'est surtout aux étudiants de les faire passer d'un paradigme de connaissance à un paradigme de compétence. Et on s'est dit que ce qui était intéressant, c'est de voir dans quelle mesure, de manière très expérimentale, puisque nous, on se positionnait comme sur un apprentissage et sur une certification des compétences, dans quelle mesure le fait d'associer des enseignants patients ou des patients partenaires enseignants, c'est finalement le terme que nous avons choisi, pouvait faire évoluer dans cette configuration-là, très clairement. Et donc, nous avons donc choisi de manière délibérée, puisque nous avons un enseignement facultaire en module. Ces enseignements se sont tous organisés sous forme d'enseignement dirigé, en fait. Nous n'avons pas de cours où on dispense des connaissances. Ce sont essentiellement des enseignements dirigés basés sur soit des situations vécues, soit des situations à mener. Et donc, on a décidé de choisir comme module existant, où on pouvait associer donc nos patients partenaires enseignants, à un module de communication et un autre sur l'éducation thérapeutique. Et dans un deuxième temps, nous avons associé un 3e module qui s'appelle l'approche globale. Voilà, donc on était dans une logique de recherche-action en réalité,
Et qu'est-ce qu'on voulait? C'était quoi les objectifs, les hypothèses? Dans quelle mesure le fait d'associer à cet enseignement qui était un accompagnement autour de la communication et l'éducation thérapeutique, ça pouvait changer, apporter une valeur ajoutée aux étudiants, d'ailleurs même peut-être aux enseignants d'ailleurs, hein, sur la question de l'acquisition, du travail de leurs compétences. Est-ce que leur regard pouvait se modifier? Est-ce que l'empathie pouvait aussi se modifier? Mais c'est surtout l'idée de pouvoir améliorer les compétences sur ces champs-là qui étaient comme hypothèse principale. Voilà. Alors pour cela, on a été amené à se transformer en recruteur. On n'avait aucune expérience de ce qu'il fallait. On connaissait nos amis de Bobigny qui avaient une expérience déjà avec un collectif de patients enseignants. On avait aussi un collectif qui existait à Paris 6, notamment autour du master d'éducation thérapeutique et de pédagogie. On a donc été amené à se mettre en posture de recruter, donc en passant par les voies diverses et variées, les associations, et donc on a donc construit cette fiche que vous voyez. Je ne vais pas tout dire. L'idée étant que on voulait identifier parmi les personnes que nous allions sélectionner un certain nombre de compétences, évidemment des compétences liées au savoir expérientiel. Ce qu'on ne voulait pas, c'est que ça ne soit du témoignage seulement, mais qu'il y ait une réflexion, une prise de distance par rapport à sa propre expérience et que cette personne ait un cheminement qui lui permet d'être dans une posture qui permet de mettre en perspective cette question du savoir expérientiel. Il fallait aussi que les personnes recrutées aient quelques compétences pédagogiques, donc qui disaient dans leur cursus étaient formées à animer des groupes, puisque nous, on travaille en groupe, et que la question de l'éducation thérapeutique soit quelque chose qu'elles connaissent, puisqu'on voulait les insérer là-dessus. Et puis, le troisième point, c'est en termes relationnels. Ce qu'on voulait, c'est d'avoir des personnes finalement tout terrain, en capacité finalement d'encaisser, parce qu'on n'avait aucune idée de comment allaient réagir les étudiants. Donc, la capacité de pouvoir s'adapter et réagir par rapport à ce qui allait se passer et qu'on ne savait pas, et de favoriser la parole, de l'accueillir, tout en posant un certain nombre de choses. Donc, c'était un peu je ne sais pas, mais l'idée, c'est qu'on ne voulait pas, ce que je peux vous dire, parce qu'il y a une discussion avec le directeur qui, à l'époque, était un peu méfiant, on ne voulait pas avoir des patients experts. On ne voulait pas avoir des gens qui soient en posture de donner des leçons ou des choses comme ça. On voulait des gens qui puissent partager, mais en même temps qui aient suffisamment d'intelligence et d'expérience pour pouvoir faire avancer un groupe sur le plan pédagogique. Et donc, depuis 3 ans que ce projet est mis en place, on a été amené donc à se mettre en posture d'évaluer. Donc, on a mené une étude quantitative auprès des étudiants qui est terminée avec des premiers résultats, et 2 études qualitatives par entretien, d'une part sur une partie des étudiants et d'autre part sur une partie des enseignants, afin à la fois de comprendre le vécu et le retour de ces 2 catégories de professionnels, et puis aussi de savoir un petit peu, l'étude quantitative, c'est plus une étude de satisfaction pour voir un petit peu ce qu'il en est des étudiants qui en sont passés par cette expérimentation. Et là, je passe la parole à Laure. Je ne sais pas si j'ai dit. Laure, si il y a des choses que j'ai oublié de dire, qui ne sont pas assez précises, tu peux compléter. Après, il y a de toute façon la suite on reviendra. Voilà. Donc Laure Poissevara, donc moi je suis donc PPE, hein, pour simplifier les choses, sinon c'est un petit peu long à dire. Je suis également chargée de cours à l'UDP Sorbonne depuis 2019. Donc l'UDP, c'est l'Université des patients.
C'est entre autres un endroit où a été diffusée justement cette annonce. Et je fais partie du jury d'éducation thérapeutique, le DU de TP qui accueille patients et soignants, est un diplôme validé UPMC Sorbonne. Par ailleurs, je suis ingénieure en sciences de l'éducation et doctorante au labo FOAP, le formation et apprentissage professionnel au Conservatoire des Arts et Métiers à Paris. Et ma directrice de thèse est Catherine Tourette-Turgis, donc la fondatrice de l'Université des patients Sorbonne. Mon objet de recherche est en lien avec le patient formateur dans les cursus de formation de soignants au sujet de son statut, ses vulnérabilités. On a vu tout à l'heure avec le témoignage de Carole que ce n'est pas forcément simple, ces questions de statut, son pouvoir agir et ses savoir agir complexes, au sens de tardif. Par ailleurs, j'ai été pendant 25 ans formatrice et chef de service pédagogique auprès d'un public de jeunes placés par l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance et la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, mais aussi auprès de publics adultes. J'ai donc une pratique de l'accompagnement dans des projets d'insertion sociale et professionnelle et j'ai monté des dispositifs de formation adaptés aux besoins et à la réalité du public. Bon, j'aurais pu démarrer mon intervention au moment de mon recrutement en tant que PPE, mais je crois essentiel pour comprendre une trajectoire de porter un regard à minima sur le passé pour expliquer le présent et comprendre l'ancrage personnel et par la suite le processus engagé. J'ai souhaité partager cela avec vous, à savoir d'où je parle. Donc, le processus engagé pour me présenter au poste. Nous verrons ensuite l'intégration et ses effets, et également la progression. Donc, le processus engagé avant de postuler, tout d'abord, il y a eu un déclencheur. Parce que qui dit malade chronique dit qu'on a eu des disruptions, comme c'est un petit peu le mot à la mode actuellement, dans le parcours de vie. Et en l'espace de 5 ans, je suis passée de manière vertigineuse du statut ordinaire d'un chef de service, CDI temps plein, et suite au diagnostic tardif, cependant, puisque on a mis 28 ans à me diagnostiquer, handicapée, sans emploi, parce que mon entreprise a fermé, puis en invalidité catégorie 1, puis catégorie 2, avec des manifestations de la maladie, me laissant avec des séquelles et un traitement immunosuppresseur. Mais ce qui a été déclencheur, c'est d'être étiquetée par l'administration comme étant sans profession. C'est-à-dire quand je faisais des dossiers à droite à gauche, voilà, on me disait, vous êtes sans profession. Donc ça, c'était très, très rude à vivre. Et après m'avoir abattue, cela m'a révoltée. Et une présentation de l'Université des patients au journal télévisé a changé la donne. J'avais pendant mes hospitalisations bénéficié d'ateliers d'ETP, donc d'éducation thérapeutique du patient, et je me suis dit que je pourrais peut-être être moi aussi intervenir en tant que patient expert dans ces ateliers. Alors je reviens sur ce terme, effectivement, patient expert qui est un peu galvaudé parce qu'il faut comprendre l'origine du terme expert et effectivement, par rapport donc au travail qu'a fait Schwartz sur le travail du patient, mais c'est dans ces termes d'expertise des activités qui mènent pour se maintenir en santé, comme aussi le rappelle Catherine Tourette-Turgis. Voilà. Les objectifs pour faire cette formation, puisque donc cette formation m'a intéressée, c'était tout d'abord tout simplement pour me sortir de mon isolement, pour avoir une activité personnelle autre que thérapeutique, pour une mise en projet, éventuellement intervenir comme patient expert, comme je le disais, mais aussi parce que j'ai des croyances que la formation est un vecteur de réussite, ça c'est une croyance familiale et personnelle. La croyance que la formation est un vecteur de transformation, c'est aussi en lien, c'est pour ça que je vous ai parlé de mon expérience professionnelle antérieure. Croyance que le temps de la formation est un temps privilégié pour mobiliser des ressources pour redessiner une trajectoire. Mais aussi, ce sera une motivation pour postuler à Créteil, car c'est une opportunité formidable pour interagir, et notamment quand on souhaite améliorer la relation patient-soignant, d'intervenir quand les esprits sont ouverts à la connaissance, lorsque les soignants se forment, en l'occurrence les internes en médecine générale. Laure, excusez-moi, je me permets, il vous reste 2-3 minutes maximum. Ah, moi j'ai noté que... Ah bon. Après, il y a les questions-réponses. Moi, il y avait 10 minutes, moi j'ai 5 minutes là. Il me reste 5 minutes normalement. Ok.
Je reprends donc le chemin de la formation d'une formation diplômante, le DU, ETP, validée par l'UPMC Sorbonne. Cette formation m'a permis de reprendre confiance en mes capacités, de valoriser et revaloriser mon image, de me réapproprier ma trajectoire personnelle et professionnelle. Et en 2018, une des responsables du DU me présente cette annonce. Ça m'a signifié une reconnaissance dans mes aptitudes et renforcé ma confiance en moi. Donc, comme l'a rappelé tout à l'heure Jacques, il y a une médecin généraliste qui est venue faire son Master 2 à l'Université des patients, validé par l'UPMC Sorbonne. Et c'est donc par ce biais-là que l'annonce aussi a été diffusée. Donc, le projet m'a séduit. Ma motivation pour répondre à cette annonce, je voulais exprimer. Il était important pour moi de m'investir dans un projet auquel je crois et qui sert la collectivité. Donc, postuler, tout d'abord, ce n'était pas simple parce que postuler, c'est le premier écueil, c'est comment parler de soi en tant que malade chronique en répondant à l'annonce. Donc, parler de soi, parler de jeu intime ou par un jeu objectivé pour que ces savoirs expérientiels du vécu avec la maladie puissent devenir un atout. Ce changement épistémique pour le patient que j'étais avant cette expérience fut un bouleversement et un tournant majeur qui a expulsé aussi mon agentivité. Se convaincre, c'est aussi faire des agirs sur soi, avant même de convaincre l'autre qu'on puisse être de nouveau apte et utile et expliquer les trous dans son CV quand on a été obligé d'arrêter de travailler pendant 5 ans du fait de manifestations de la maladie et d'une peur de dévoiler ses vulnérabilités. La procédure de recrutement, vous l'avez vu. Je viens à l'intégration. Donc, c'était tout d'abord bienveillant dans le sens où, pour moi, il y a eu une mise en acte des mots figurant dans la fiche de poste, c'est-à-dire l'empathie, la bienveillance, le respect de la parole, la place à la parole de l'autre, l'aide de l'élaboration de la parole, faire preuve de solidarité avec ses collègues, médecins enseignants. L'attention portée à l'autre, pour moi, elle est nécessaire pour instaurer une relation de confiance. C'est ce qui fonde nos relations, l'attention portée à l'autre. C'est aussi l'attention, par exemple, que porte le médecin envers son patient quand il doit annoncer un diagnostic. Ça relève de la même logique. Donc, c'est établir la communication avant de penser à délivrer le message. Préalable à notre intégration, le fait qu'il y ait eu un travail effectué en amont pour nous accueillir et faciliter notre intégration, un consensus avec l'équipe pédagogique sur notre présence, une harmonisation des contenus de formation des modules de communication et ETP, le choix du terme partenaire pour rendre lisible la collaboration, notamment à l'adresse des étudiants pour signifier la légitimité de notre présence et asseoir notre crédibilité auprès d'eux et réduire l'asymétrie et donc signaler cette réciprocité. Le fonctionnement en binôme pour mimer l'alliance thérapeutique souhaitable entre le patient et le médecin, petit clin d'œil adressé aux étudiants, mais en l'occurrence rendre lisible une alliance pédagogique entre le médecin enseignant et le PPE, et avoir prévu la présence d'un patient au sein du COPIL, le comité de pilotage du projet expérimental de recherche, d'être associé à la réflexion et à l'évolution du projet. Donc, je dirais, pour finir, parce que moi dans mon chronomètre, il reste 2 minutes, au moment de l'intégration, donc, une présentation a été faite à l'équipe et une journée d'information nous a sensibilisés à la rencontre avec les internes. Par la suite, on a fait des débriefings. On disait tout à l'heure que c'est important et il est vrai. Ça permet des ajustements de contenu. On participe à des groupes de réflexion en téléconsultation, en vaccination. On participe à l'évaluation formative, mais pas encore à l'évaluation sommative. Donc, il y a tout un travail là-dessus. Et dans la progression et concernant l'enquête justement qualitative, a montré que les PPE se sont sentis accueillis et intégrés et que, par contre, ils ont eu des difficultés à comprendre le cursus et les objectifs de formation au début. Donc, on posait des questions sur la progression pédagogique, par exemple, la prise en compte des avis des étudiants, sur le besoin de formation, sur la connaissance par les étudiants des réseaux de partenariat. Et de ce fait, moi, j'ai fait une démarche personnelle pour comprendre. Donc, j'ai lu de nombreux articles, demandé à la scolarité du DMG, le projet pédagogique, les référentiels de compétences pour comprendre la nouvelle réforme, le changement de paradigme avec la pédagogie par compétences, la redéfinition des compétences du médecin généraliste avec la marguerite des compétences, et donc aussi bien sur le plan national qu'international. Ce qui m'a amené, en restant en contact avec l'Université des patients, à me lancer dans un doctorat et de développer une réflexion sur le patient formateur et également de collaborer à la co-construction d'une masterclass récemment
pour le patient formateur et préparer justement des personnes qui souhaiteraient s'insérer dans les cursus de formation de soignants en étant patient formateur. Et voilà. Présent. Merci à vous deux et merci Laure. Désolée de vous avoir un petit peu rappelé le temps. C'était pas le but de vous couper nullement, mais plutôt d'avoir cet espace d'échange après. Il y a eu beaucoup de réactions dans le chat. Si je peux me permettre de vous en communiquer une, la première qui a été répertoriée, c'était plutôt sur votre discours, Jacques. Il y a certaines personnes qui ont pu trouver ça assez violent. Le terme dont vous avez pu dire où il fallait des personnes intelligentes et ayant du recul pour apporter quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup qu'est-ce que vous entendez par l'intelligence de la personne? Est-ce que vous pouvez peut-être… Alors, c'était volontairement provoquant. Je sais à qui je m'adresse, mais j'aime bien utiliser un mot. Alors, il faut bien vous dire une chose, que la question de l'expertise du patient, ce n'est pas une chose qui est évidente parmi les soignants. Et qu'en plus, lorsqu'on est dans un secteur, dans une discipline qui est une jeune discipline comme la médecine générale, c'est une vieille pratique, mais c'est une jeune discipline universitaire. On se construit et en plus, d'autres choses en plus, non seulement on se construit, mais on se construit en fait contre le système actuel qui est le système qui était quand même basé sur les connaissances. Et là, on construit tout un dispositif qui est basé sur la certification des compétences et c'est compliqué. Ça fait beaucoup de choses. Quand les étudiants passent du deuxième cycle au troisième cycle, ça fait beaucoup de révolutions. Si en plus, on leur met une innovation de plus qu'ils ne comprennent pas et auxquelles ils ne sont pas habitués, il n'y a pas du tout… C'est la première fois à l'université de santé qu'il y avait les patients qui intervenaient. Non, donc, je vais baisser le ton parce que je suis en visio là. Et donc, l'enjeu, alors quand je parle d'intelligence, c'est en fait l'intelligence de situation, c'est l'intelligence un peu, c'est pas une intelligence intellectuelle, c'est de comprendre, et d'ailleurs peut-être que Laure pourra le dire, c'est en fait, on allait expérimenter quelque chose qu'on n'avait jamais fait, et on voulait des personnes avec suffisamment de souplesse pour saisir des difficultés éventuelles et faire avec. Parce que, en fait, Laure dit qu'elle a dû se documenter, apprendre, et c'est vrai qu'on les a un peu laissés. Il y avait un cadre, mais c'était pas trop. La mission, c'était d'être avec, de commencer à co-animer avec d'autres enseignants. Et ce travail-là d'apprentissage réciproque s'est fait au fur et à mesure. Et donc, très clairement, il y avait cette notion de pouvoir comprendre et de s'adapter. Et moi, j'ai travaillé avec Laure et avec d'autres, avec l'un des trois autres patients partenaires enseignants, et il me semble que ce qu'ils nous disaient, c'est qu'au départ, ils étaient un peu perdus parce qu'il fallait qu'ils s'adaptent. Et c'est ce que j'ai perçu qu'il fallait apporter. Donc, je voulais plutôt des gens qui puissent… Je disais « je » parce que j'ai contribué à faire les entretiens pour pouvoir retenir les personnes. Et donc, c'était un peu ça qu'il fallait. C'est-à-dire des personnes suffisamment souples pour même être en situation difficile et pouvoir s'en sortir. En fait, heureusement, ça ne s'est pas produit, mais nous, on avait anticipé ça parce qu'il y a des résistances et nous, on a des étudiants qui eux, sont un peu cadrés et de pouvoir quand même. C'était ça, cette notion d'intelligence. Ce n'était pas l'intelligence intellectuelle, c'est l'intelligence des situations. Et je peux vous dire que toutes les personnes n'ont pas cette capacité. Merci. Voilà. Et donc, voilà. Merci d'avoir apporté cet éclairage au questionnement du coup des participants. Il y a d'autres questions également, peut-être plus pour vous, Laure, dans le chat sur finalement les modalités d'intervention où interviennent les patients enseignants que vous avez évoqués et quel est leur rôle un petit peu au niveau des différents enseignements. Alors, ça a été dit au tout début. Donc, sur les modules de communication et d'éducation thérapeutique du patient, et également en approche globale.
Donc, l'approche holistique du patient. Oui. Ouais, juste pour préciser, Laure, en fait, est-ce qu'il y a d'autres patients qui sont recrutés comme vous et au sein du département et en fait, ils interviennent, ou est-ce qu'il y a d'autres patients qui interviennent peut-être un peu ponctuellement dans le cadre des enseignements? Alors, au niveau des enseignements, de ce que je sais, parce que c'est par rapport là essentiellement au département médecine générale, donc nous avons été 3 personnes recrutées. Donc, ça apparaissait dans les premières diapos. Hein, voilà, mais c'est vrai qu'avec toute la formation, donc voilà, on a été 3 personnes recrutées. Alors, je tiens à dire aussi, parce que j'ai vu dans la conversation, mais que on a pour certains des handicaps invisibles, on va dire, entre guillemets, mais pas tous, et qu'on a des situations complètement différentes. C'est-à-dire que moi, je suis par exemple en invalidité catégorie 2, et ça me permet quand même de travailler, parce qu'on me posait une question tout à l'heure sur aussi, est-ce que vous êtes rémunéré et Carole parlait de ça tout à l'heure aussi, sur est-ce qu'on peut demander à quelqu'un d'être bénévole Donc là, on est rémunéré, et il y a des possibilités de le faire, même quand on a des statuts un peu compliqués. Il y a effectivement une étude des statuts à avoir, parce qu'il y a des combinaisons à faire. Sinon, effectivement, certaines personnes peuvent perdre certains droits. Donc, il faut faire attention à ça. Mais si on est précautionneux, tout se passe bien. Donc là, depuis 3 ans, moi, par exemple, je suis passée du portage salarial auto-entrepreneur à maintenant enseignant vacataire. Donc voilà, donc vous voyez, ça évolue le statut, mais il y a des solutions. Voilà. Merci. Merci Laure. Et il y a d'autres enseignants, d'autres patients partenaires qui interviennent également en dehors de ces 3 personnes? De ce non, que je sais, non, pas sur le. Non. Voilà, en fait, on en a 3. Elles sont tellement super qu'on n'en prend pas d'autres. Et en fait, il y a plusieurs niveaux dans cette expérimentation-là. Il y a le fait qu'on met dans un dispositif qui est fondé sur la compétence, qui est déjà assez révolutionnaire, on va mettre des personnes qui ne sont pas des médecins. Voilà. Et il faut leur donner une légitimité. Tout de suite, notre idée, c'était de dire, ce sont des enseignants, ils doivent rentrer dans le cadre. Mais encore faut-il expliquer ça à l'administration. C'est pour ça qu'avec Laure, j'ai dû bricoler, puis faire du bricolage, et on a bricolé. Et je peux vous dire que le résultat actuellement, c'est qu'on a admis, pour l'instant, l'administration admet maintenant qu'ils sont entrés après l'expérimentation dans un cursus normal. C'est-à-dire que ce sont des vacations d'enseignants, comme tout enseignant. Et pour l'instant, le doyen ne dit rien et les choses se passent bien. Mais au départ, ce n'était pas du tout comme ça. Et ensuite, le statut, lorsqu'on a une maladie et qu'on ne travaille pas, il faut effectivement, comme dit Laure, faire attention que les gens ne soient pas lésés par le fait qu'ils travaillent et qu'ils ont une rémunération qui est très secondaire, mais quand même qui peuvent changer. Donc tout ça aussi, c'est aussi l'expérience pour nous. Et notre objectif, c'était de rendre, si vous voulez, normal, et j'espère qu'on est arrivé, de rendre dans le cursus normal cet aspect-là. Ils font partie de l'équipe enseignante. Et là, la question qu'on est en train de se poser, c'est dans quelle mesure, donc Cédric, Laure et Sophie, qui sont les 3 patients partenaires enseignants, vont pouvoir discuter du programme. C'est-à-dire comment on va pouvoir modifier tout ça. Mais vous voyez, il faut un peu de temps parce qu'il faut aussi appréhender tout ça. Et donc, réellement, le rôle d'enseignant est en train de grandir. Et puis, ce que je peux vous dire, on ne les a pas présentés, c'est que ça a été largement bien accueilli par les étudiants. C'est devenu naturel. Moi, je le perçois comme ça. Je ne sais pas l'heure ce qu'elle peut dire, mais c'est devenu naturel. Très rapidement, il n'y a pas eu de soucis, mais c'est aussi sur la forme aussi que nous avons. Parce que ce ne sont pas des enseignements où on donne des cours, mais ce sont des temps d'échange. Et du coup, le temps d'échange, chaque parole, chaque chose qui se dit a son importance. Et c'est le croisement de ces points de vue, de ces paroles qui permet finalement de progresser sur les compétences. Donc finalement, moi, ce que je peux dire, c'est que les hypothèses qu'on avait sont bonnes. C'est qu'effectivement, il y a de la valeur ajoutée. Mais dans ce dispositif, j'aurais été dans un dispositif différent, ça aurait été différent. Ok, merci beaucoup en tout cas de cet éclairage et puis de cet apport sur la contrainte aussi un petit peu institutionnelle et administrative qui a été la vôtre et qui, on le voit, nous oblige peut-être à nous adapter pour développer
la place pour le patient dans l'enseignement à destination des professionnels de santé. Alors, on a complètement réorganisé un petit peu notre planning, mais c'est très bien. Il nous reste 5 minutes peut-être pour prendre quelques questions et, voilà, sur les 3 présentations. S'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole. Je crois qu'il y avait Carole Le Floch qui avait une question. Eh bien, super. Je vais bien lui donner Carole, on te laisse du coup mettre ton micro? Oui, je crois que c'est bon là. Je ne sais pas comment vous dire. Je sais pas comment vous dire. J'ai pas toujours encore le langage politiquement correct, mais là, je me sens comme une marchandise, quoi. Je me sens comme une marchandise parce qu'en gros, et je l'ai trop vécu, ça, en gros, c'est quand on en tient une bonne, on la garde. Comme ça, on se fait pas chier à reformer les autres. Je suis désolée, il faut que je le sorte parce que je l'ai vécu, ça m'a aussi beaucoup abîmé, ça. Qu'on passe directement à l'expérience vécue, à un savoir expérientiel. Non, il y a une passerelle entre les deux. C'est pas parce quand on retransmet, quand on utilise ce qu'on a vécu dans un cours d'étudiant, c'est un niveau, c'est une étape, et il y a une passerelle pour arriver à conscientiser, à construire un savoir expérientiel. Et à partir du moment où on l'a fait, on n'a pas un autre niveau. Et en fait, à vouloir conserver toujours les mêmes personnes qui vont se professionnaliser, parce que je le vois bien, et Laurence le voit bien aussi, au fil des années, j'ai pris un autre langage, j'ai accumulé aussi par-dessus mon savoir expérientiel des savoirs pratiques et théoriques, et j'ai plus la même prise de parole ni la même façon de retransmettre les choses. Et c'est pour ça que je garde pied dans ce conseil, conseil consultatif, de régional des personnes accueillies et accompagnées, parce que moi je travaille avec des gens qui étaient comme moi en fait et qui ont des 10 ans, 17 ans de rue en fait, et qui vont mettre le pied à terre, et c'est pas, et je prends jamais la parole à leur place, parce que quand ils s'expriment d'une certaine façon qui font ressentir. Alors oui, j'utilise le témoignage parce qu'on est tous pareils au démarrage. C'est le témoignage, le seul moyen de pouvoir communiquer ce qu'on a vécu. Et ça, c'est un niveau. Et je leur parle de cette possibilité d'un savoir expérientiel, de comprendre leurs compétences. Mais peut-être que, ils n'ont pas envie, quoi. Ils sont fracassés par la vie. Ils ont envie de communiquer, ils ont envie de travailler avec les étudiants, et ils le font ressentir. Et quand vous le travaillez et que ça devient professionnel, vous ne faites plus ressentir la même chose. La dame qui parlait de l'expérience, la Catherine Cerizet, m'en a parlé à rapport aux acteurs, et quand on en a discuté, j'ai dit mais un acteur et tout ça, et elle me dit ça protège beaucoup parce que lui simule le symptôme et tout ça, et en fait elle a dit, et moi elle m'a dit, moi en tout cas je revivrai pas ce que j'ai vécu. Elle m'a dit, moi si tu me fais faire ça dans les étudiants, mes blessures vont se réouvrir et ça va être beaucoup trop violent. Et je suis désolée, il fallait que je m'exprime là-dessus. Ce que vous faites là, et vous voyez, merci à Laurence en fait de pas technotiser ou je sais pas quoi tout ce qu'elle présente, parce que quand ça devient technique, vous voyez, ben ça paraît plus authentique. Vous voyez, là je ressens pas. Je ressens pas ce qui peut se passer dans ces cours avec ces étudiants. Merci Carole. Et je ne voulais blesser personne. Non, mais la parole est libre et respectueuse, et puis on va se permettre aussi de faire un retour avec Jacques ou Laure, si vous voulez apporter des éléments. Oui, allez-y. Ouais, moi je veux bien répondre, parce que en fait, la différence qui est notable, alors c'est que je sais que ailleurs, dans d'autres endroits, on demande à ce qu'il y ait des patients qui soient stabilisés, qui soient en rémission, qui n'ont plus de manifestation de leur maladie, ce qui n'est pas le cas du tout à Créteil. Moi, j'ai une sclérose en plaques active, et donc avec plus de 80% de handicap et une invalidité catégorie 2. Et on ne m'a jamais dit non, vous risquez d'être malade, vous risquez d'être absent. Ça n'a jamais été un critère pour me dire non, vous ne ferez pas partie des personnes recrutées. Donc alors évidemment, là on n'est pas dans le travail social à la rue, c'est dans un autre cas de figure, j'entends bien. Puis j'ai travaillé aussi dans le social, donc je connais quand même bien. Mais si vous voulez, on est, pour le coup, nous, on va dire, si on compare, encore dans la rue, c'est-à-dire on est avec notre maladie active. Voilà. Donc quand on parle aux étudiants, on est dans des jeux de rôle, par exemple, on est dans des analyses de pratique, donc on est dans du pratico-pratique, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille surtout les savoirs expérientiels,
que ce soit du patient d'ailleurs, que du médecin. C'est-à-dire que là, on n'intervient pas au niveau, comme en second cycle, sur des objectifs disciplinaires. On intervient sur des situations authentiques et donc sur des savoirs agir complexes, c'est-à-dire comment remobiliser ces savoirs, ces compétences, avec la présence d'un patient. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment voilà, d'avoir le patient en face. Voilà. Et ensuite, par rapport à une autre partie de votre question qui était entre le vécu et le savoir expérientiel, alors il faut savoir que le Créteil a fait ce choix, mais d'autres ont fait d'autres choix sur d'autres facultés, mais c'est le choix de Créteil de demander à ce que les personnes aient des notions de pédagogie, à demander à ce que les personnes aient des connaissances aussi en éducation thérapeutique du patient pour pouvoir intervenir. Donc, il y a déjà sur nous trois, on est tous les trois, donc mon autre collègue, elle est aussi, enfin moi je l'ai été, mais elle l'est actuellement, elle, dans un lycée pour personnes en grande difficulté, et plutôt donc avec les migrants et sur l'apprentissage du français, le FLE. Et l'autre personne est aussi dans le secteur de la formation, mais plutôt les beaux-arts et l'école Boulle, etc. Et donc, tous les trois, nous avons donc une maladie chronique active. Voilà. Donc, on a fait cette bascule, effectivement, des vécus au savoir expérientiel. On l'a fait, ce travail-là. Donc, voilà. Maintenant, le choix de se dire, ça va être que 3 personnes, je pense que, enfin, je ne suis pas à défendre Jacques, mais je pense que c'est simplement pour dire, ben pour l'instant, on a souhaité tous ensemble, je crois, faire les choses, s'accorder le temps, se donner le temps pour faire les choses bien, pour peut-être après accueillir d'autres personnes. D'ailleurs, nous, dans notre idée, même les PPE, on a voilà. Mais ne pas faire les choses à la va-vite, ne pas juste, voilà, pas de tokenism, comme on dit en anglais, quoi, c'est-à-dire poser quelqu'un là, histoire de faire, d'avoir le prétexte d'avoir un patient dans le projet. C'est pas du tout le cas à Créteil. Vraiment, enfin, moi, je veux défendre ça parce que vraiment, c'est important. Merci Laure de votre retour. Il est 20h30, on va être obligé de s'arrêter là, mais je crois que là, il y a des échanges qui étaient très constructifs et qui se confrontaient un petit peu, mais c'est aussi dans ces confrontations qu'on apprend des choses. Et je crois aussi qu'on voit que les contextes sont différents en fonction des villes, des pays, des organisations, et que les philosophies aussi qui peuvent être développées derrière le partenariat peuvent parfois varier et qu'il importe de les clarifier pour ensuite en prendre conscience et véritablement savoir ce qu'on met derrière. Donc en tout cas, on vous remercie vraiment tous et toutes